Émission 719. Cette semaine, Muppets Haunted Mansion. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. Benoît l'ensemble? J'ai toujours rêvé de faire ça. Je te le donne. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, chanterai d'une équipe dont les membres ne sont pas des zombies, mais des vivants diminués. Je l'ai volé aux Simpsons, celle-là. Je vous les présente à l'instant. La première n'est pas très impressionnée par les créatures cthulhudiennes provenant de d'autres dimensions. Marie-Lune Brisebois est avec nous. Salut Marie-Lune. Salut. J'ai vu pire. On a vu ça sur le poster du mois d'octobre, du mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Marie-Lune est comme fucking blasée. Brain on. Brain on. Le dernier, notre invité cette semaine dans le cadre du podcast Décideret, il a côtoyé Nicolas, The Horror, Miniquette sur Twitch. Mathieu Niquette est avec nous. Salut Mathieu. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir remplacer Simon cette semaine qui ne pouvait être avec nous. Je sais que c'est la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Je crois que les gens allaient en chalet ou voulaient tout simplement relaxer. Mais Mathieu relaxé, il connaît pas ça. Il arrête jamais. Je pense on a trouvé la source alternative écologique. Le besoin énergétique de l'humanité, c'est Mathieu Niquette. Il faut juste crisser dans une roue hamster. C'est ça. Mathieu c'est drôle que je remplace Simon comme il a établi lui-même lors de votre live l'autre fois. On est probablement les deux personnes avec les personnalités les plus opposées. Fait que là, je suis comme confus à savoir si je devrais être plus Simon ou plus Mathieu. Est-ce que j'ai une fonction à remplir en tant que Simon? Parce que j'ai littéralement, je pense que j'ai un Blu-ray, moi, dans ma collection. Là. Puis je l'ai eu gratis avec ma PlayStation 3 dans le temps. Fait que je suis vraiment pas l'expert des Blu-ray. Là. Deux choses. Soit toi-même, tu vas amener ton toi-même, ta sauce, ton essence au show, c'est ce qui est important. Puis personne, deuxièmement, peut remplacer Simon. C'est absolument impossible. Inimitable, ce Simon. Très bon point. Hey, juste avant de commencer, je veux dire merci, un gros merci, parce que je ne veux pas l'oublier, à Éric Maziad, qui est notre webmestre, juste avant le début de l'enregistrement de l'émission puis de la diffusion sur Twitch, Facebook et YouTube du lundi. Je me suis rendu compte que le site avait un gros problème. Puis Éric, en l'espace de genre 5-10 minutes, il a réglé tout ça. Fait que merci à lui. S'il y avait des trucs qui s'affichaient de façon bizarre dans les derniers jours, mais à coup de pas, je ne l'ai pas vu, mais il y avait un petit fuck avec la base de données, puis Eric est allé faire sa magie. Fait que c'est réglé. C'est grâce à lui que les Mystérieux Étonnants roulent sur le web. Donc, merci à M. Mazian, merci à Eric. Merci toujours au poste, Eric. Mais très, très, très serviable, super gentil. Et il connaît son shit, comme on dit en bon français. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? De quoi vous voulez parler? On disait juste avant l'enregistrement des Mystérieux qu'on avait des Christy de bons fans. Puis je voulais que ça reste on the fucking record, qu'on le dise. Là. Pour vrai, vous êtes exceptionnels. Les fans des Mystérieux Étonnants, les fans de Décideret, les auditeurs et auditrices de Mathieu sur Twitch, vous êtes vraiment génial. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ponts et de liens qui se faisaient. Beaucoup de personnes suivent les projets puis d'en parlent sur Discord. Des fois, le monde y font référence à Mathieu ou même dans le cadre des podcasts des Mystérieux Étonnants, on fait référence à Décideret puis à Décideret, vous faites référence aux Mystérieux. Et à Jake, vous imitez tout Jake. D'ailleurs, attendez. Vas-y donc, voir. Regardez-moi ça, j'ai mon t-shirt officiel The Joy of Digital Painting à en vendre sur la boutique de Jake. C'est génial. C'est vraiment beau. Vraiment beau t-shirt rose en plus. T'as choisi ta couleur, Niquette. Berry pink. Mais je voulais que ça soit sur le record, man. Je voulais que ça soit dans les archives. Vous êtes vraiment hot. Merci beaucoup d'être là. On est choyés. On est vraiment choyés. Comment vous trouvez mon décor Halloween pour les gens qui nous écoutent en vidéo live? Ça s'approche, hein? Moi, je trouve ça terrifiant. Terrifiant, ne tremez-vous pas. moi, j'étais surtout impressionné que tu aies posé toutes ces tablettes-là jusqu'à temps que j'apprenne que c'est pas toi qui l'as. C'est malade. Si j'avais posé ces tablettes-là, l'appartement aurait pogné en feu. C'est certain que l'appartement aurait pogné. Comment? Je sais pas, mais il aurait pogné en feu. C'est mon premier coloc de Montréal, Jeff
Jeff Potvin qui est venu porter ça. Dans les prochaines semaines, je vais mettre de l'éclairage puis arranger ma caméra. Puis ça va être bien beau. Je vais avoir un beau spot comme Niquette durant ses Twitch. D'ailleurs, Niquette, tes Twitch, qu'est-ce qui se passe avec ça? On t'entend moins de ce temps-ci. On te voit Ouais, là, moins sur Twitch. j'en ai fait un, je pense, Vendredi. vendredi, ouais, c'est ça. Ça faisait 19 jours que j'avais pas twitché. Je me rendais pas compte que ça faisait aussi longtemps, mais je pense que, tu sais, j'ai changé de job, tout ça. J'essaie de me remettre à travailler de jour. Fait que pour m'éviter d'être stressé par les Twitch, parce que, tu sais, ça a toujours l'air d'être fait un peu à bonne franquette, mais il reste qu'il y a de la préparation là-dedans. Puis ça cause un certain stress, là, qui est un bon stress en général, mais histoire de, tu sais, quand t'es rendu à 35 ans, là, ben, tu sais, un moment donné, Je sais pas, ça fait 5 ans pour moi. Ouais, non, mais tu sais, tu te rappelles de ce temps-là. Ouais, j'étais tu jeune. sais, il y a un moment où est-ce que tu commences à te connaître puis tout, fait que tu essaies de pas tomber dans des pièges que tu peux te tendre toi-même. Là. Mhm. Fait que là, je me suis dit, le temps que je fais ma transition de travail, qui est déjà un stress, que je dois passer de nuit à la journée, je vais pas en plus me rajouter un stress de faire des Twitch, mais là, ça faisait comme une couple de jours que ça me titillait, fait que j'en ai refait un vendredi, puis dans les prochains jours, là, quand j'aurai pogné le beat, dans les prochaines, tu sais, je me laisse peut-être une autre semaine là, de lousse, puis après ça, je vais repartir en grand avec un nouveau visuel, un nouvel horaire. T'avais avancé une belle communauté et toi aussi. Tu streamais surtout la nuit, ce qui est très peu desservi par les Twitchers québécois. Ben, puis c'est ça, ma plus grande peine dans tout ça, c'est que je vais perdre, tu sais, je vais falloir que je finisse plus tôt. Là, je pourrais plus finir d'écouter Colombo à 5h30 du matin, c'est pas raisonnable. Fait que là, je vais perdre un petit peu la gang de nuit, puis je trouve ça dommage de perdre les ambulanciers puis les concierges avec qui on avait du fun. Tu sais, je m'attendais pas à ça au début quand j'ai commencé à Twitcher, puis finalement, j'ai récolté une belle gang. Il y a du monde qui sont là pour ça. Fait que bref, il y a de la place s'il y a quelqu'un qui veut devenir le Jacques Fabi de Twitch. Il va falloir que je laisse ma place dans les prochains jours. Mais c'est pas fini. Tu vas recommencer à Twitcher de façon plus régulière dans les prochaines semaines. Ouais, exact. Je sais pas encore si ce sera 2, 3, 4 fois par semaine. Puis je pense que ça va être bien variable parce que mon emploi, c'est pas pas constant. Là. Fait que j'ai pas des heures constantes. Fait qu'il y a des semaines où je vais être très occupé, où je pourrais moins Twitcher. Puis fait que je vais avoir quand même un template d'horaire de base que je vais sortir bientôt. Puis après ça, on verra comment ça se déroule. Mais je suis en train de cogiter tout ça. Okay. Mais c'est pas fini, c'est sûr que je vais revenir. C'est sûr. Génial. Parce que je sais que Décidéré était absent cette semaine. Les gars sont partis en tournée, je pense. Ils sont allés à Chicoutimi, ils sont allés à Alma aussi, ou au Café du Clocher, je crois. Exact. Puis, ils sont de retour. Je pense qu'il va y avoir un show la semaine prochaine. Oui, ben c'est ça. Ben là aussi, on était tous les gars ont commencé à faire des shows, puis tout, fait que eux aussi sont en espèce de transition. Ça a donné que toute l'équipe un peu en même temps. On était en période un peu de changement, fait que ça fait qu'on était un petit peu plus inconstant ces temps-ci. Mais on s'est jasé hier, là, on s'est rendu compte, on a finalement fini par compter le nombre d'épisodes qu'on a fait parce que ça, c'était pas clair. Puis on sait pas quand est-ce que notre 500e arrive. Fait que j'ai passé plusieurs heures à essayer de démêler tout ça hier. Puis là, on a fait 496 épisodes. Oh! Fait que là, dans 4 épisodes, on va faire notre 500e. Puis je vais l'annoncer ici en primeur. Je sais pas si j'ai le droit, mais ça va être un gros show spécial. Là. Julien commence à travailler là-dessus. Mais là, on avait besoin de s'organiser pour savoir comment on enligne ça. Fait que dans un mois, là, on recommence samedi, il y aura un show. Là, puis après ça, dans 4 semaines, dans un mois, il va y avoir le gros show de la 500e. Je suis en train de plancher là-dessus. Génial. Félicitations à vous. C'est vraiment cool. Ben, merci. C'est ça. C'est pas impressionnant pour quelqu'un qui en a plus que 700 derrière la cravate. Ça n'a rien à voir. On n'est pas pire. Là. Vous êtes plus que pas pire. Non, vous êtes vraiment plus que pas pire. On est fiers de vous. Très. Vous êtes égal à vous-même. Vous n'avez jamais changé malgré le succès. Puis ça, je pense que ça montre la qualité des gens qui sont derrière le projet. Puis si vous me trouvez têteux à la maison depuis le début de l'émission, vous avez tout à fait raison. Je suis fan de gens de qualité et je constate les gens de qualité. Ouais, pour vrai, on s'aime pas. Semblant qu'on s'aime pas? Non, Christy, ça serait... Il y a assez de ça au travail. Exact. Non, c'est pas vrai. Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? Je vais peut-être laisser parler Marie-Lune parce qu'on se fait aller la trappe depuis tout à l'heure. Le job slender aujourd'hui. Comment ça se passe, Marie-Lune, ton mois d'Halloween? As-tu commencé à écouter des trucs d'épouvante? J'ai écouté Midnight Mass au complet hier. Hier au complet, les 7 épisodes. Oui. Oh, yeah. C'était un dimanche gris. Il y avait du soleil, on a fermé les rideaux. Non, fait gris, on écoute la télé. Oh, yes. Tu m'as demandé après 30 secondes que j'ai dit je m'apprête à écouter, t'es comme pis t'aimes ça? Wow, j'ai même pas payé sur Play. J'ai écouté avec mon amoureux et son coloc. C'est vraiment bon. C'est fucking bon. C'est pas des spoilers, il y a du gore, il y a de l'horreur et comme tout le monde, les gens doivent le savoir, je trippe pas tant sur l'horreur et sur le gore.
mais c'est vraiment bien balancé avec l'émotionnel, l'humain, le scénario, l'avancement des personnages, les plusieurs layers des personnages. C'est pas juste du gore et de l'horreur. Et c'est très bien écrit. Tu sais, pour que tu veuilles... Tu sais, je suis pas très binge non plus. Là, mon cerveau de ADHD va prendre une marche, puis je suis saturée, je suis plus capable. Puis là, je commence à être fatiguée, puis je suis comme... on pourrait finir aujourd'hui, là. One more! Donc, c'est excellent. Puis je voulais faire une demande, justement, des gens s'ils ont des suggestions, parce que j'aime les trucs Halloween-y, mais pas nécessairement d'horreur. Fait que, tu sais, oui, les Simpsons d'Halloween, oui, les Muppets d'Halloween, tu sais, ou les trucs qui font automne, ça va, Gilmore Girls ou The Craft ou Hocus Pocus. C'est l'automne, c'est fait pour Gilmore Girls et pour Over the Garden Walls. Je vais dire un truc, puis mon opinion n'est pas populaire. J'en ai parlé l'année passée, mais j'ai beaucoup aimé, moi, et je reconnais que le film est très pipi caca, puis premier niveau, mais j'ai beaucoup aimé Ubi Halloween d'Adam Sandler, qui est sorti l'année passée sur Netflix. Ah, je suis désolé. Tu avais dit ça, je ne l'ai pas écouté. Je t'ai jugé un peu, mais je ne l'ai pas écouté, finalement. Non, c'est con. Puis des jokes, il y en a des jokes très simples dans Ubi Halloween, mais j'aime les films comme Hocus Pocus, où la ville au complet est à saveur Halloweenesque. Puis Ubi, c'est ça. Puis j'aime ça. Je sais pas, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'était très simple. C'est pas le pire film qu'il y a sur Netflix. Et Dieu sait qu'il y en a de la crap sur Netflix. J'ai trouvé que c'était un des bons d'Adam Sandler. Puis je sais que dans les dernières années, ses films volent pas très haut. Il s'adresse à son public. Il connaît son public. Celui-ci, il est venu me chercher. Je suis désolé. Mais Ubi Halloween sur... OK, on va peut-être avoir une chance. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dans tes nouvelles, Marie-Lune, sinon? On est le lundi, le 11 octobre, en ce moment. Donc, c'est le Indigenous Peoples Day. Oui. Et je pourrais avoir beaucoup de suggestions de lecture et de documentaires et tout ça. Il faudrait que je fasse une liste. Mais si vous voulez quelque chose qui vous rejoint un petit peu ou qui me rejoint moi, il y a un short documentaries présenté par The New Yorker et qui est produit par The New Yorker et Tony Hawk. Oh. Qui se nomme Joe Buffalo. Joe Buffalo, c'est un pro skater qui est quand même assez connu. Il n'est peut-être pas aussi connu que Tony Hawk, mais dans le monde, il est commandité, il a fait il a gagné des prix, tout ça. Et là, c'est vraiment un show documentary. Je suis allée voir, il y a à peu près 17 minutes. Joe Buffalo, il est de la nation Cree de l'Alberta. Et c'est un survivant des residential schools. Donc, sa vie n'a pas été facile. Il a vécu ça, il s'en est sorti grandi, et il est devenu un pro skater. Et c'est un short documentary sur pas juste sa vie, comment il s'en est sorti, mais sur comment il est devenu pro skater, sur comment il voit la vie maintenant, sur ce qui est sa vie maintenant, et avec un parallèle sur le skateboard, parce qu'il y a souvent des gens qui, tu sais, le skateboard, c'est vu comme quelque chose de raw, qui vient de la rue, ça rassemble beaucoup de gens qui viennent de toutes sortes de cultures, de religions, de toutes sortes de classes, et qui se pas sans jugement. Donc, ça réunit beaucoup ça. C'est dirigé par Amar Chebib, qui a fait plusieurs documentaires aussi. Donc, c'est gratuit en ce moment sur le site de New Yorker. Et donc, ça a été produit par Tony Hawk. Tony Hawk l'a produit, puis aussi donné beaucoup d'argent pour la production. Donc, ça s'appelle Joe Buffalo sur le site de New Yorker. C'est gratuit en ce moment. Ah wow, je vais aller voir ça m'intrigue. Oui, c'est vraiment... Il y a beaucoup... On voit beaucoup de ce que j'ai compris. Je ne l'ai pas écouté au complet encore. On voit beaucoup de tricks. Il parle beaucoup de skate, mais il y a beaucoup aussi de narration pendant qu'on voit le skate, ce que je trouve très intéressant aussi. Il y a les différents sites de nouvelles, puis c'est pas nouveau, là, qui se recyclent un peu dans le court documentaire. Puis il y a quelqu'un qui a partagé sur le Discord des Mystérieux Étonnants cette semaine un court documentaire sur un des jeunes garçons qui était sur la liste des 3 derniers acteurs pour incarner le jeune Anakin à la fin des années 90, début des années 2000 pour Phantom Menace. Et c'est sa vie en tant qu'acteur d'annonce à la télévision, qui a joué dans quelques TV movies, puis il était un des derniers, là, un qui était à la table autour pour rencontrer George Lucas avec Jake Lloyd, qui finalement a été sélectionné. Puis un 3e jeune enfant dont le nom m'échappe. C'est super intéressant. Wow. Puis c'est un portrait aussi de sa vie en tant que jeune enfant de la Californie, dont la carrière
la carrière au cinéma était une porte de sortie de la pauvreté parce que ses parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. C'est génial. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que c'est sur le site du New York Times, mais je ne suis pas certain. Ouais, mais ils font, I Was Almost Anakin, il me semble, est le titre. Oh, c'est intéressant parce que justement, il y a toute sa vie de sortir de ça. Puis c'est aussi, tu es un enfant, c'est impressionnant. Là, tu rencontres George Lucas, puis il y a c'est vraiment cool, mais aussi ton rêve a fini juste avant la ligne d'arrivée. C'est ouais. comme Ouais, j'avoue. Mais on s'entend aussi, bon, la performance de Jake Lloyd à l'époque, puis même aujourd'hui, c'est pas un très bon enfant acteur dans ce film-là. C'est dur à critiquer parce que c'est un enfant. C'est un enfant. Mais on ne sait pas si c'était bien dirigé, mais c'est pas Elliot, là. C'est pas Elliot dans E.T. Là. Non, c'est Elliot ça. qui est dans Midnight Mass, d'ailleurs. Oh! Y est-tu dans Midnight Mass? C'est le papa? J'ai eu l'impression que c'était le papa, mais c'est lui, tu penses? Oui, c'est Elliot. Ouais, il est dans tous les trucs de Mike Flanagan. Mais, ouais, c'est ça. Puis bon, on s'entend, Jake Lloyd a mal viré. Là. Il y a eu des problèmes assez sérieux. Il est emprisonné en ce moment. Okay. Il a agressé. Je pense qu'il y a eu des problèmes aussi de schizophrénie. Il y avait des enjeux liés à la santé mentale. Et de consommation. Consommation également. Des fois, un suit l'autre. Un est causé par l'autre. Et Jake Lloyd est en prison maintenant. Je ne dis pas que c'est le sort qui attendait ce jeune garçon-là, mais c'est pas parce que tu perces ou tu finis par percer que ça va nécessairement révolutionner ta vie. Puis ça, c'est un... Ouais, en tout cas, c'est un super beau portrait. C'est le temps d'aller écouter ça. En plus de Joe Buffalo. Je pense que le nom, c'est I Was Almost Anakin ou quelque chose comme ça. Cool. Niquette, qu'est-ce que tu avais de ton bord? Je sais que tu voulais parler de lutte. Le contraire m'aurait surpris, mais je m'y attendais. On peut parler de lutte, sinon on peut parler de Twitch. Vas-y donc pour Twitch. Il y a quelque chose de fantastique que je n'avais pas vu venir puis qui est arrivé sur Twitch lundi dernier. Ça fait 7 jours que ça existe. Je m'adresse là au Comedy Geek, puisqu'on est dans l'univers geek, j'ai tiré ça au Comedy Geek. Daniel Grenier a parti sa chaîne Twitch. Wow. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle si vous êtes fan des Chicken Swell à l'époque, ou si vous êtes fan de ce que Daniel fait en ce moment. Pour ceux qui connaissent moins un peu l'univers humoristique de Daniel Grenier, ben, il fait de l'humour d'objet au final. C'est un gars qui court les marchés aux puces, qui se trouve des bébelles, des drôles de jouets, des objets improbables, puis il fait beaucoup de gags visuels. Souvent, les humoristes, quand ils parlent de Dan Grenier, ils disent que c'est un gars qui pourrait apparaître à n'importe quelle époque puis être drôle dans n'importe quelle langue, parce qu'il fait de l'humour qui est pas... c'est pas l'humour daté. Exact, il n'est pas daté, c'est tous des gags visuels, c'est tous des gags. C'est un gars qui est une bouffée de fraîcheur, c'est un gars tellement sympathique. Puis le Twitch permet justement de découvrir encore plus l'homme qu'on soupçonne Daniel Grenier d'être, là. Parce qu'on a souvent, ben, les Chicken Swell, c'est des personnages. Quand il est sur scène, ben, c'est son personnage de scène. On a pu le voir dans un documentaire de Yann Terriot, un peu plus les coulisses de Daniel Grenier, puis c'est sa préparation pour ses spectacles qui sont complètement folles. Mais là, il a parti le Grenier à Dan, ça s'appelle. D'ailleurs, c'est twitch.tv/Grenier à Dan. Pas d'accent, là. Fait que il a parti ça avec... c'est des amis à lui de longue date qui ont suggéré de partir ça, qui s'appellent Charles Saint-Pierre et François Robert, qui sont qu'on voit pas à l'écran, mais qu'on devine être là, puis avec qui Dan peut échanger aussi, ce qui donne moins l'impression qu'il est tout seul dans un local à virer fou. Tu sais, ça valide un peu son truc. Donc, sans blague, c'est eux qui l'ont convaincu de faire ça. Fait qu'il tenait, en tant que bon ami, il tenait à ce que ces gars-là soient dans le podcast aussi. Appelons ça un podcast. Là. Tout est rendu un podcast anyway. Exact, c'est ça. Ma mère a un podcast. Puis le concept de du Grenier à Dan, c'est fantastique parce que il nous montre des jouets soit qui a essayé dans des shows puis qui n'ont jamais marché, ou des jouets qu'il y a depuis des années, qui n'a jamais trouvé de gag à faire avec ça, parce que c'est ça son processus, là. Des fois, il n'y a pas d'idée de gag, mais il achète l'objet en se disant « Un jour, je vais penser à un gag, puis ça va impliquer cet objet-là. » C'est ce qu'on appelle des prop comedians en anglais. Hein. Exact. Tu sais, j'ose pas le dire trop, parce que ça sonne toujours, tu sais, quand on parle de Carrot Top, qui est comme la référence en prop comedy, tu sais, ça sonne toujours un peu cringe, puis mais tu sais,
c'est ça pareil, puis c'est le fun parce que c'est Dan, tu sais. Puis c'est ça, il nous montre des objets, des petites curiosités, il explique un peu le cheminement de tout ça, entrecoupé d'anecdotes avec ses amis d'enfance, justement. Fait que tu sais, t'as des moments où est-ce que il commence à raconter quelque chose, puis là, fait comme, oh, je pense qu'on peut pas aller là, tu sais, parce que ils se connaissent tellement qu'ils ont des insides qui peuvent pas vraiment être dits devant le public. Fait que il y a cette espèce de camaraderie-là qu'on retrouve, puis on retrouve la folie puis la bonne humeur de Dan. À date, quand j'ai su qu'il faisait ça, son live venait juste de finir, fait que je suis allé réécouter la diffusion. Puis aujourd'hui, je voulais juste me remettre dedans pour en parler un peu, puis j'ai fini par réécouter les 3 heures de trucs parce que j'ai pas été capable de l'arrêter parce que ce gars-là me met dans un très bel état à chaque fois que je le vois faire quelque chose. Il est tellement de bonne humeur, il est tellement positif, puis c'est tellement, c'est tout le temps une bouffée de fraîcheur de voir tout ce que Dan fait. Fait que si ça vous intéresse, si vous êtes fan de Twitch, ben c'est une chaîne à suivre. Et de ce que je comprends, il va être là à tous les lundis à 20h. Fait que tout de suite après ça, ici, vous pourrez aller voir le 2e épisode du Grenier à Dan. Génial. Si ça vous chante, moi en tout cas, je vais aller faire un petit tour là, c'est garanti. Puis j'encourage tout le monde à aller voir ça. Super. Aniquette, pour les gens qui nous écoutent live, parce que le lundi qu'on enregistre le podcast depuis la pandémie, on est sur live sur Facebook, Twitch et YouTube. Il y a des gens qui demandent le nom de ta chaîne pour essayer de te retrouver, pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est twitch.tv/meanniquette. MEANNIQUETTE, tout simplement. Voilà, c'est dit. La semaine passée, on a annoncé que les salles à compter du 8 octobre allaient être pleines au Québec, les salles de spectacle, les salles de représentation, maintenant les théâtres. C'est une bonne chose pour les différents artistes et les commerces aussi. On s'entend que la pandémie a été extrêmement dure pour tout le monde, mais surtout ces gens-là qui ne pouvaient pratiquement pas recevoir de public durant la pandémie. Et là, on vient de réouvrir les valves. Est-ce que ça va rester comme ça pour un bout de temps? Reste à voir. Tout est un peu en l'air en ce moment. Bien sûr, pour accéder aux salles, il faut avoir un passeport vaccinal valide, dont 2 doses d'un vaccin reconnu. Et ça veut dire que l'activité Alice du 28 octobre prochain, qui va mettre entre autres choses, en scène notre ami Jake Dion et l'auteur Patrick Sénécal, en fait, ont commencé à vendre plus de billets. Je vous mets un petit peu en contexte. Je ne sais pas à quel point on en a parlé, mais c'est Alice au cinéma L'Amour. 2 choses. Cinéma L'Amour, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un cinéma porno, OK, sur Saint-Laurent, ici à Montréal, qui est considéré être une salle, c'est quoi, du patrimoine? C'est pas TG, hein? En fait, c'est littéralement un des plus beaux endroits à Montréal. No joke, là. No joke, c'est une des plus belles salles de spectacle à Montréal. Voilà, c'est ça. Puis tu sais, c'est le fun qu'il y ait eu un cinéma porno qui est venu de cet endroit-là vivant pendant toutes ces années-là, parce que c'est le genre de place qui aurait pu disparaître, puis on est chanceux que cet endroit-là existe encore. Oui, puis donc oui, de temps en temps, ils vont présenter, en fait, c'est la vocation principale de l'établissement, ils vont projeter des films pornographiques, mais on peut louer la salle pour différentes activités. Pop Montréal avait déjà loué le cinéma L'Amour pour des concerts. Vous pouvez vous-même louer la salle si vous voulez faire une activité. Et là, il y a les gens... d'enfants, par exemple. Pardon? Une fête d'enfants, par exemple. Une fête d'enfants, oui. Préparez-vous à répondre à la question des kids. Pourquoi est-ce que ça sent tant le bris ici? Mais sinon, tout est possible. Donc, je reviens à Alice. Vous pouvez louer la salle. Et Alice de Patrick Sénécal est un romancier québécois qui fait dans le polar, dans l'épouvante. Ça a été adapté l'année passée par notre ami Jake Dion, qui fait partie du podcast Alice ALISS. Et le 28 octobre prochain, il avait organisé une activité où il allait avoir une représentation des différentes planches de l'album avec des invités qui allaient comme lire carrément des planches de l'album, plus une diffusion de la télésérie La web-série La Reine Rouge, qui est un espèce de entre-deux entre le roman et je ne sais plus quel autre événement dans l'univers de Patrick Sénécal, qui a été produit il y a quelques années. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a plus de billets maintenant en vente, parce que là, les salles peuvent être complètes. Donc, si ça vous intéresse, le pointdevente.com billets avec un S /Alice, ALISS. C'est disponible pour des nouveaux billets. Bon, 18h30, ouverture des portes. 19h avec la représentation des planches de Jake. 19h30, lecture d'Alice avec Paul Amarani, Normand D'Amour, Stéphane Demers, Noémie O'Farrell et plusieurs autres. Après, il y a une discussion avec Patrick Sénécal et Jake Dion et Olivier Sabineau qui a réalisé la web-série La Reine Rouge. Et après, il va y avoir une projection de La Reine Rouge. C'est un gros événement
qui est entre autres mis en place par une de mes amies et une amie de Laurent, des gens qu'on connaît. Et puisque c'est lié à Patrick et à Jake, il fallait que je plug l'événement. Donc, allez jeter un coup d'œil. Alice au cinéma L'Amour, c'est disponible. Il y a un événement sur Facebook pour tous les détails. Donc, allez en grand nombre. Pour une fois, on va pouvoir être rempli. Il va y avoir de l'alcool. Oh! De l'alcool, oui. Ah ouais, man. Ouais, ça. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Marie-Lune, dans tes notes? J'ai une nouvelle gay. Encore. Ah ouais, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. The world is gay. Je cherche pas les nouvelles. Il y a quelqu'un dans le chat tantôt qui a dit que c'était la grosse nouvelle du monde geek. Je vais dire gay. Aussi gay, ouais, c'est ça. Cette semaine. Donc, John Kent, qui est le fils de Superman et de Lois Lane, donc dans une des runs de Superman. Yep. Dans le prochain numéro, en novembre, donc Superman, Son of Kal-El, numéro 5. Est-ce que je prononce Kal-El comme il faut? Comme du monde. OK. Donc, il va avoir un amoureux. Il a déjà des amoureuses. Donc, il va s'identifier comme une personne bisexuelle. Des fois, les gens ne se donnent pas le titre eux-mêmes ou ça fluctue, mais DC Comics a dit le fils de Superman est bisexuel. C'est écrit par Tom Taylor et dessiné par John Timms. T'as coupé brièvement, Marie-Lune. Répète ça. Tom Taylor et John Timms. On a failli manquer mon super accent, ça aurait été dommage. Et DC, il y a eu, il n'y a pas longtemps, l'annonce que le dernier Robbins était queer. Ouais. Il n'y a pas de titre encore, ils n'ont pas de titre, il ne sait pas non plus, lui aussi. Il est pas straight. Et là, il y a des gens qui disent qu'est-ce qui se passe chez DC? Est-ce que vous essayez de tout changer? Est-ce que vous voulez que tout le monde soit gay? Donc, il a fallu que DC tout le en monde parle. est gay. Et ce qu'il essaie de faire, c'est ça. Il y a deux personnages. Aussi, mais tout le monde. C'est d'amener plus de diversité, plus de représentation, mais sans changer les narratives actuelles. Donc, le nouveau Robin gay, le fils de Superman, donc il n'y a pas des personnages principaux qui ont des long runs, qu'on change soudainement leur orientation sexuelle, même si l'orientation de tout le monde peut changer à n'importe quel moment ou n'importe qui peut faire un coming out, n'importe qui peut le faire, c'est qu'ils veulent garder l'intégrité quand même, mais ils veulent de façon organique changer ça, donc amener ça. Donc, au lieu de prendre un personnage que tout le monde connaît et de le changer complètement, de le flipper, les nouveaux personnages, les personnages plus jeunes, les personnages plus en périphérie sont plus représentatifs, ont plus de représentation et sont plus diversifiés. Donc, je trouve que c'est une assez bonne manière de le faire. De façon plus organique, de façon plus subtile et qui va peut-être être accepté plus dans la communauté parce que les gens sont attachés à des personnages. Il y en a qui n'aiment pas ça, qu'on change la narrative, peu importe la raison. C'est pas juste que, ça veut pas dire que tu es homophobe. Il y en a qui n'aiment pas ça, qu'on change la narrative d'un personnage, peu importe la raison. Donc, c'est juste des personnages que les gens connaissent depuis moins longtemps, sont moins attachés, on connaît pas leurs backstories. Fait qu'ils ils ne changent pas, font juste « by the way », information que vous ne saviez pas encore, ce personnage-là n'est pas straight. Donc, J'avais vu un commentaire aujourd'hui. J'ai vu un commentaire aujourd'hui de quelqu'un que toi et moi on connaît sur Facebook. Tu as des messages qui apparaissent de temps en temps là, quand tu es ami avec des gens sur Facebook. De Mathieu Charlebois, c'est ça? Charlebois ou Charlebois? J'ai oublié le temps, c'est un B ou Charlebois. un B. Charlebois, voilà. Que tu avais reçu dans le cadre de Curry Group jadis et qui est un gars de radio, fait souvent des chroniques à Radio-Canada, des podcasts, entre autres choses. Et il répondait à quelqu'un qui disait pourquoi est-ce qu'on se soucie tout d'un coup de l'orientation sexuelle de ces personnages-là? Pourquoi est-ce qu'on ne se soucierait pas tout simplement de leurs histoires de super-héros? Puis il émettait un très bon point, là je parle de Mathieu, pas de cet individu qui était visiblement irrité. Il dit « Lois Lane et Clark Kent ont été obsédés envers l'autre pendant des décennies. Puis là, c'est juste que tu n'y as jamais pensé auparavant. » Là, je paraphrase ce qu'il dit. Puis je trouvais que c'est un très bon point. Puis ultimement, là, c'est ça vous gars. It's paper people. C'est des personnages fictifs de papier, genre. On s'en sac-tu, genre. Pour vrai, c'est tellement pas un enjeu. Why not? C'est juste que les personnes straight n'ont pas besoin de plus de représentation, mais les personnes qui sont un petit peu pressées et qui font quand même... Les personnes non straight représentent 10% de la population.
il gros. représente même pas 10%, il représente 2% des médias. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il soit au moins 10%? Et Ben, tu sais, c'est ça on qui n'est est pas drôle, obligé de c'est mettre que le gros highlight là-dessus non plus. Tu sais, j'ai pas lu la bande dessinée. Peut-être que c'est juste, il se fait un chum, puis c'est tout. Ouais, Tu sais, c'est il y a ça, une nouvelle c'est personne ça. avec qui il tombe en amour, puis ça donne que c'est En un parlant gars, de personnes c'est avec tout, qui on peut tu sais. tomber en amour, il y a Laurent Boutin qui vient de se joindre à nous. Check ça, le segue. Salut Hey, Laurent. salut, comment ça va? Ça va toi? Ça va? Oui. Eh bien, vas-y Mathieu, tu allais faire un point avant que Laurent arrive. Je t'ai coupé pour... Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis c'est drôle tu sais, ça en prend pas beaucoup pour que les gens sentent que la communauté LGBTQ est surreprésentée, tu sais. Tu fais comme, OK, attends, il y a deux personnes. Au moment, à l'heure où on se parle, il y a 0.05% des personnages de BD qui sont dans la communauté LGBTQ. Ouais. Fait que tu sais, ça va, là. Il y a pas de... Puis tu sais, puis oui, c'est sûr qu'on va parler plus d'une relation homosexuelle parce qu'on a besoin de mettre ça de l'avant. Tu sais. Fait que oui, les médias vont prendre cet élément-là puis en parler plus. Fait que peut-être que oui, on en parle plus. Sur le coup. Oui, mais c'est très important de le mentionner, je pense. Tu sais. Puis c'est ça, les médias qui en parlent font juste mentionner que ça existe. Après ça, la BD n'est pas transformée. Le monde de la BD n'est pas en train de s'écrouler. Là, tu sais. Il y a rien en fait, il n'y a rien qui change. Tu tournes pas à la page, puis là, je sais pas moi, Superboy est rendu dans un carnaval, puis c'est juste c'est pas ça l'idée. C'est ça, c'est que ça. Là, il y a un trade complètement gay. Tu sais, non, c'est pas Je lirais ça. I'm in. Je serais intéressé de BD DC pour une fois, ouais. Répète ça, Laurent, quand on parle en même temps, ça qu'est-ce que tu as dit? Je disais que je serais intéressé par une BD DC pour une fois, si c'était ça, au carnaval. Oui, non. Ouais, mais ça, c'est sûr, il y a un problème, il y a un problème aussi de la vieille garde de comics, là. Les vieux bonhommes qui lisent du comic, puis qu'importe c'est quoi le changement, là. Ça peut être la couleur de la cape, ça peut être le costume. C'est la pire nouvelle affaire depuis le peintre. Je me souviens dans le temps, le Captain Marvel, ses cheveux avaient changé. Et là, ça avait fait un... Tu sais, comme on s'en fout, mais est-ce qu'on s'en fout? Mais bon, c'est là. Puis, tu sais, c'est toujours... c'est dans les milieux où il y a beaucoup de gens en saute moulant. Là, je parle de la lutte et des cartoons, qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants à l'homosexualité puis à la bisexualité. Puis, fait que tu sais, c'est un peu... Il y a un peu un double discours. J'ai toujours trouvé ça. Quand tu vas dans des shows de lutte, il y a tellement de calls homophobes. Puis tu fais, voyons, ça fait 3 heures qu'on est en train de regarder des dudes en speedo huilés se frotter les uns sur les autres. Tu peux pas me faire des calls homophobes. Viens pas me dire que tu te rends pas compte de ce qui se passe. Là. Arrête. Là. Oui, mais il crie nos homos. Oui, c'est ça. Puis quand il y a des matchs de filles, ils crient « Montre-moi tes boules ». Fait que, tu sais, eux autres, c'est ça, là, la grosse masculinité, là, tu sais. Mais je trouve toujours ça ironique que, tu sais, que ça me rentre pas dans la tête que tu peux être homophobe quand tu tripes sur les super-héros ou la lutte, parce que t'es constamment en train de consommer ça, là, des sauts de moulants et des muscles. Est-ce que tu as vu récemment le Dark Side of the Ring, qui est la série documentaire sur les dessous de la lutte professionnelle? Chris Canyon. Oui, qui était un homosexuel qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui s'est suicidé, si je me souviens bien, qui composait très mal avec son identité, sexuelle, dans un milieu qui était aussi très macho dans les années 90. Puis, tu sais, il était particulièrement violent. Certains pensent que c'était directement lié au fait qu'il n'était pas en mesure de s'accepter lui-même. Il l'a fait un peu vers la fin de sa vie. Il a dévoilé son identité sexuelle. Il l'a assumé dans des émissions comme Howard Stern. Mais c'était très, si je peux dire, tolkienisé. On ne le réduisait qu'à ça. Il faut dire que c'était un peu l'époque, là, sans excuser la manière que ça s'est passé, c'était l'époque. Il y a aussi le fait qu'il y avait un trouble obsessif-compulsif aussi. Fait que, sa souffrance le menait à avoir des comportements maniaques ou obsessifs, là, dépendant. Il n'y a pas de diagnostic officiel, là, mais on sous-entend, on comprend que c'est dans l'ordre de la maniaco-dépression parce que ou la bipolarité. Là, fait que l'abus de substance mélangé à son mal de vivre, mélangé avec son homosexualité cachée, ça faisait un cocktail qui était vraiment explosif.
puis les gens, avant qu'il se suicide, ben, les gens autour de lui savaient que l'appel que je viens de recevoir, Ouais, il sentait. c'était le dernier appel. Puis c'est dans ce qui est déchirant, je trouvais, dans le documentaire, c'est que tous les intervenants qui sont ses amis à lui sont conscients. Aujourd'hui, ils ont les mots, puis aujourd'hui, ils ont les outils pour parler de ça. Mais à l'époque où ça s'est passé, ils les avaient pas, ces outils-là. Ils n'étaient pas capables de nommer ces choses-là. Hein? Ben non, c'est pas si loin le début que ça. des années 2000. Même, tu sais, ça commence, mettons, au début des années 90, puis ça se poursuit. Il est décédé au début des années 2000. Mais tu sais, les gens autour de lui, quand ils en parlent, Fathers James Mitchell, un des personnages qui a l'air d'être son meilleur ami là-dedans, celui qui a souvent couvert son homosexualité pour l'aider à passer à travers. Tu sais, lui, tu le vois qu'il y a une espèce si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais probablement pu à plusieurs moments faire quelque chose, puis au moment je le savais qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire, mais je ne savais pas c'était quoi, parce qu'on les avait pas, ces outils-là, à l'époque. Puis c'est en écoutant des trucs de même que tu fais au moins les choses avancent, même si on s'en rend pas toujours compte. On s'en rend pas compte, que c'est pas toujours constant, puis ça va jamais assez vite. Mais les choses avancent quand même. Puis tu sais, t'as des lutteurs qui parlent que c'est ce gars-là qui les a qui a fait en sorte qu'ils ont arrêté d'être homophobes. Tu sais, il m'a dit qu'il était gay, puis ça m'a choqué. Puis après comme 5 minutes, j'ai fait pourquoi ça me choque. Tu sais? C'est exactement le même gars que je respecte, puis que c'est mon ami. Puis fait que tu sais, il y a tout ça qui est en même temps qu'il y a une trame de fond très déchirante, il y a quand même un espoir puis un constat que la situation s'est en tout cas améliorée si on prend ça sur une période de 20 ans. Tu sais. Dark Side of the Ring, une excellente série qui est disponible sur Crave. Peut-être une des seules raisons, à part Star Trek, de posséder Crave. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et je la garde en ce moment. Je m'étais abonné à Crave pour Star Trek et là, je la garde, entre autres choses, pour Dark Side of the Ring. Parce qu'on a des fans de lutte chez les Mystérieux Étonnants, puis j'apprends plein d'affaires depuis 6-8 mois qu'on écoute ça, je pense, facile, les dimanches. Puis je trouve ça fascinant. Je connais rien, ça a l'air que je suis un mark. C'est excité à tout, mais je connais rien. J'ai un terme, là, ça a l'air juste un mark. Mais un moment donné, tu vas devenir un smart mark. Ah, OK. Ça, c'est quand tu pognes une coche de plus. J'ose croire que ça commence. T'es là. Moi, je pense que t'es là. OK. Hey, Laurent, qu'est-ce que tu as de ton côté dans tes nouvelles? Ben, j'en profitais pour faire un segue, moi aussi, et de parler d'homosexualité dans la bande dessinée. Vas-y. Je sais pas, j'avance des spéculations. Là. C'est qu'aujourd'hui, je cherchais un livre à apparaître en série sur Lucky Luke pour un client. Et je me suis rendu compte que il y a un truc qui s'en vient. Lucky Luke, c'est comme Spirou depuis une couple d'années. Là, il commence à passer le personnage à des auteurs pour qu'ils ne fassent qu'un album dans l'univers de, tu sais. Des one-shots. Des one-shots. Il n'y en a pas eu beaucoup à date. Il y en a eu 2 de Mathieu Bonhomme, L'homme qui tua Lucky Luke, qui est Wanted, Lucky Luke, qui était bien. Un qui était vraiment drôle par Guillaume Bouzard, qui s'appelait Jolly Jumper ne répond plus, où littéralement, le cheval ne répond plus à Lucky Luke. Puis là, tout l'album tourne autour de ça. C'est donc bien hot. On est-tu en frette? Qu'est-ce qui se passe? Mon cheval me répond plus. Et là, j'ai vu qu'il y en a un qui s'en venait d'ici la fin de l'année, qui va s'appeler Choco Boys. Et ce qui est weird, c'est son auteur, c'est Ralph Koenig, que vous ne connaissez peut-être pas. Peut-être si vous l'avez vu dans le temps au FIFA, j'avais vu le film Sex in the Comics. Il était là-dedans. Je pense que le film est sur Netflix maintenant. C'est genre un Allemand qui fait de la bande dessinée gay depuis la fin des années 80 de façon vraiment stédée, au moins un titre par année depuis. Puis c'est plus comme... C'est pas de la porn, là. C'est plus des comédies de situation mettant en scène des homosexuels. Puis c'est comme le fer de lance de ce type de BD-là. Puis là, il va sortir un Lucky Luke. Déjà dessus, j'ai vu le cover. Lucky Luke a vraiment une grosse poche, plus grosse que David Bowie dans Labyrinthe. Il y a 2 gars en chess qui ont l'air de se battre pour son attention. C'est pour son gun. Fait que, puis là, il y avait un extrait sur le site d'Argo de genre 5 pages, puis ça parlait déjà que maudit qui était beau bonhomme, Lucky Luke, j'y aurais croqué la nuque. Wow. Je sais pas où ça s'en va avec ça, mais je suis vraiment intrigué et j'ai vraiment hâte de lire ça. Moi, c'est un auteur pour vrai, m'a fait brailler de rire dans d'autres de ses BD, même comme c'est une BD.
un auteur qui est suivi, oui, par le milieu homosexuel, mais aussi par plusieurs gens qui n'ont pas rapport avec ça juste parce que c'est bon et c'est super drôle. Là. Puis je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Puis je les trouve vraiment audacieux de genre faire ouais, on fait 5 one-shots, puis là, tout de suite, on le garoche à ce gars-là qui va sûrement faire de quoi de vraiment choquant pour les vieux monsieur qui veulent encore leur Lucky comme dans le temps. Là. Fait que stay tuned. J'ai vu que la date de sortie, ça va l'air d'être genre 7 semaines, mais en Europe. Fait que ici, au train où vont les choses en ce moment, probablement en début d'année prochaine. Ouais. Ou juste à temps pour Noël, mais je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus. Moi, j'ai une question, Laurent. Est-ce que c'est, quand tu dis que c'est des one-shots de Lucky Luke, est-ce que chacun a un style différent? Est-ce qu'on amène Lucky Luke dans des univers complètement différents? Mais en fait, c'est que le concept avec ça, c'est qu'il continue à avoir des réguliers. Lucky Luke, c'est-à-dire des trucs, là, c'est sûr que l'auteur, le dessinateur original est décédé, mais il y a comme des repreneurs qui font des aventures comme dans le temps, comme tu veux pas que ça change. Tu sais. Mais là, quand ils font ce genre d'affaires-là, il y a vraiment, tu vois, ceux de Mathieu Bonhomme sont quand même une coche vraiment plus réaliste. Celui de Guillaume Bouzard était vraiment tata. C'est comme des auteurs qui ont déjà une carrière à faire d'autres types de bandes dessinées, puis que l'instant d'un album, ils adaptent le personnage à leur sauce plutôt que le contraire. OK. Ouais, c'est des propositions, c'est des interprétations d'auteurs. C'est presque des what if, pour reprendre une comparaison avec Marvel ou des Elseworlds avec DC. Donc, c'est une proposition d'auteur. C'est intéressant. Voilà. Très cool. Ouais, pour vrai, c'est sûr que comme dans tout ce genre d'affaires-là, il y a des hit and miss, là, mais en général... Tu vois aussi souvent, c'est des auteurs qui ont probablement grandi avec le personnage, puis qui sont comme sont pas down d'en faire genre 15 ou de passer leur vie là-dessus, mais qui veulent en faire un. Puis, au moins un. C'est ça, juste mettre leur touche dessus. Genre. Je sais que pour Spirou, il y en a certains qui suivent, certains non, ça dépend des séries. Ouais, c'est ça. Puis pour ça, il faut être guidé par un bon libraire. Vous demanderez à Laurent si vous êtes chez Palais BD. Je pense on est rendu où, là? Je pense qu'on était à Marie-Lutte. On t'a déjà passé. Non, c'est à Niquette. Niquette pour la deuxième fois. Je pense à moi. Ouais. Là, on peut parler de lutte encore. Ben ouais. C'est ça, je finis tout le temps par parler. Je suis surpris qu'on parle de lutte parce que t'es là, Niquette. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. C'est que là, il y a un perfect storm en ce moment. Là, les mystérieux étonnants, l'Halloween, moi qui est là, on n'a pas le choix de parler du film interactif de l'Undertaker et de New Day, des personnages de la WWE. Une coproduction avec Netflix et la WWE qui ont sorti donc un film interactif comme on avait pu voir à l'époque avec Bandersnatch qui avait lancé le ton dans le type des jeux interactifs, des films interactifs sur Netflix. Juste une aparté parce que je veux lancer ça dans l'univers au cas où que l'Éther fasse son travail, là, mais le Pigbois des Bernatchez, mais le Bernatchez des Pigbois, ou est-ce que c'est un truc dont vous êtes les héros et c'est la foule qui choisit? Ou est-ce que ça s'en va? Oui, ça serait bon. Attends, pour vrai, je vais noter ça parce que c'est vraiment une bonne idée. Parce que le Bandersnatch, je pense tout le temps à Bernatchez à chaque fois que j'entends le terme. Ça serait malade. OK, ben c'est génial. Mais bref, la WWE l'a refait avant Bernatchez, si jamais ça se concrétise. C'est un film d'horreur, donc, où les personnages de New Day, qui sont 3 personnages vraiment incroyables, si vous êtes fan un peu de près ou de loin de la lutte. Il y a ces gars-là ont un podcast qui s'appelle, je pense, The New Day Pod, là, tout simplement. Si vous cherchez New Day sur les plateformes de streaming de podcast, vous allez trouver. C'est 3 gars de la communauté afro-américaine qui ont une super dynamique ensemble, sont vraiment bons au micro. Ils ont des personnages qui sont... L'énergie est bonne. Ouais. Puis tout marche avec eux autres. Puis ça a parti de rien. Là. Leur gimmick de base aurait dû mourir après 1 mois, mais les gars, ils ont tellement mis de passion, puis juste assez d'ironie pour que on puisse comprendre en tant que fan de lutte que tout ça est sous contrôle. Puis quand ils vont dans des affaires plus enfantines, il y a toujours une petite joke pour satisfaire les gens qui sont pas des enfants, finalement. Mais bref, c'est ces personnages-là, donc l'opposition entre ces 3 personnages-là, ultra colorés, ultra positifs. Leur slogan, c'est « The Power of Positivity ». Fait que eux s'en vont chez l'Undertaker et leur quête, c'est d'aller
ramasser l'urne, la célèbre urne de l'Undertaker, qui, à l'époque des années 80-90, donnait ses pouvoirs à l'Undertaker. Quand il commençait à se faire battre, ben son gérant, Paul Bearer, prenait l'urne puis il la présentait devant l'Undertaker, puis on sentait que ça lui donnait un certain pouvoir. Évidemment, quand la lutte est devenue plus réaliste, entre guillemets, l'urne a un peu disparu. Fait que j'étais content qu'ils ramènent ça pour le jeu interactif. Si tu me permets, Niket, c'est pour donner une image aux gens à la maison, c'est Scooby-Doo rencontre la lutte. Exactement. Pour moi, c'est exactement ça. Là. C'est un épisode de Scooby-Doo, mais au lieu que ça soit Shaggy, Daphne et compagnie, c'est la gang de New Day qui rentre dans le manoir d'Undertaker. Puis là, ben, ça rentre... pensez au livre dont vous êtes les héros, c'est la même chose, mais là, on est sur Netflix directement. Genre. Exact. Puis voyons, qu'est-ce que je m'en allais avec ça? Je me souviens plus qu'est-ce que tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à de quoi, mais bon. C'est comme un peu comment ça s'appelle? Tu sais, le jeu interactif là, avec une VHS, là? Atmosphère. Tu sais, il y a toute cette espèce d'ambiance-là dont vous êtes le héros. L'histoire en tant que telle, je vous dirais, si vous avez joué à Bandersnatch, c'est beaucoup plus simple. Là. C'est pas aussi complexe. Il n'y a pas autant de ramifications. C'est pas aussi... tu sais, dans Bandersnatch, il y avait des flashbacks. Tu recommençais l'histoire. Tu avais des choix différents. Puis c'était conscient. Il y avait un côté très méta où est-ce que tu revivais l'histoire. Puis tu n'étais pas nécessairement dans un vrai flashback. Un flashback que tu contrôlais parce que tu avais des souvenirs en tant que spectateur. Tu sais, le truc de Bandersnatch était beaucoup plus complexe que ça. Le truc de New Day, c'est vraiment, il y a les 3 personnages. Quand il arrive des situations, chaque personnage prend sa décision. Puis vous avez le choix de suivre l'un des 3 personnages ou supposons il y en a un qui part, les 2 autres restent ensemble. Ben, toi, t'en suis un, puis peu importe la décision que tu prends, ça influencera pas le dénouement tant que ça du film. Il y a quelques fins différentes, vaguement différentes, mais l'histoire principale, la différence, c'est que pendant que tu suis quelqu'un d'autre, ben tu suis pas les autres, mais eux font les mêmes actions. Puis après ça, quand tu recommences à voir l'histoire, tu as la chance de voir l'autre perspective. Fait que c'est pas super complexe. Par contre, tu sais, je pense que la WWE nous a donné des produits beaucoup plus mauvais que ça. Fait que quand il y a de quoi qui est extérieur à la lutte fait par la WWE, je vais toujours très, très sur la pointe des pieds. Là. Je rentre pas là-dedans tout content en pensant que ça va être très bon. Fait que mes attentes n'étaient pas très hautes, mais je trouvais que ça faisait la job. Il y avait une vibe très Are You Afraid of the Dark? C'est vrai. Ça fait très... Puis c'est le set, là, c'est l'endroit où est-ce qu'ils ont enregistré aussi. Là. Hey, on a un manoir pas loin de LA qui sert à des porns. On va l'utiliser pour faire le spécial. Il y a des pièces qui sont très pornographiques. C'est très porno. Ben, attends, on va faire quoi? Là? Il manque un peu de décor. Chris de la smoke machine puis des LED de couleur, c'est murs, on va être correct. Oui, effectivement, c'est sûr que ce manoir-là sert à ça. Là. Mais c'est ça, moi j'ai passé un agréable moment. C'est vraiment pas long. L'histoire, la première fois que tu l'as fait, ça dure peut-être, je sais pas, 20 minutes, là, admettons. Là. Nous autres, ça a pris une demi-heure, pour on l'a fait 2 fois, fait que ça a pris 1 heure. Ah, OK, bon, ben c'est ça. Au total, je pense que c'est ça qu'on a mis, moi et ma copine aussi, 1 heure totale. Puis je pense en 1 heure, je pense qu'on a tout vu. Là. Okay. Je pense qu'on a vraiment vu toutes les options, toutes les séquences. Puis, tu sais, il y a une belle morale. C'est fait principalement, je vous dirais que c'est fait pour les enfants. Mais je pense que, tu sais, moi, je serais agréablement surpris d'écouter ça si j'avais des enfants, d'écouter ça avec eux. Puis je serais pas gêné d'écouter ça. Puis je pense pas que je passerais un mauvais moment. Fait que si vous avez des enfants à la maison, puis pas besoin d'être fan de lutte pour ça. Il n'y a rien vraiment qu'il n'y a pas de lutte. Il y a des clins d'œil, par contre, là, à des trucs de la lutte. Puis, Exact, mais sinon, c'est vraiment pas l'enjeu principal. Fait que c'est ça, tu sais, vraiment dans la lignée, ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'il y a déjà eu un crossover de Scooby-Doo puis de la WWE d'ailleurs. Et c'est très, très bon. C'est une des meilleures choses qui a été produite là, en coproduction avec la WWE. C'est une des meilleures affaires qu'ils ont faites. Là, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est le niveau de comédie est très, très, très bon, très drôle. Puis c'est ça, c'est Scooby-Doo. Là. C'est vraiment une aventure de Scooby-Doo, mais mettant en vedette les personnages de la WWE. Fait que, en bonus, si vous avez aimé ce truc-là, vous pourrez aller voir je me souviens plus du titre exact, là, mais ça vaut la peine. Je l'ai écouté dans le cadre du mois d'Halloween des Mystères Étonnants hier sur Discord avec la gang du dimanche. Habituellement, on écoute des extraits de lutte puis des choses comme ça. Puis là, on s'est dit, on va passer au travers du film interactif, puis chacun de notre tour, c'était la personne suivante qui choisissait qu'est-ce qu'elle allait se passer. Cool. Rapidement, on le voit l'arbre. Ouais. On le voit clairement, c'est qu'est-ce qui amène à quoi.
Puis, je pense que c'est ce qui fait la différence. Il y a du monde qui ont moins aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, mais je ne m'y relancerai pas demain, par exemple. Non, je pense pas réécouter ça pour vrai. Là, non, t'sais. après un bon bout de temps. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, puis c'est que tout repose sur les épaules de New Day. Ils mettent une énergie qui fait en sorte que tu oublies la qualité, disons, plutôt médiocre de la production. Ouais. Puis ils jouent bien, les gars. Ils jouent très bien. Ils jouent très bien. Même, il y a des moments où Kofi Kingston quand on est dans ses souvenirs, à un moment donné, on peut aller dans aller visiter les peurs de chacun des personnages. Puis, sa séquence de terreur, c'est de la torture psychologique un peu plus. Là. Fait que, il y a vraiment quelque chose de puis sa réaction, puis sa façon de le jouer. Moi, il y a eu quelques moments comme ça où j'ai vraiment j'ai embarqué puis j'ai fait OK, ils se sont permis d'aller là. Je pensais qu'elle allait rester un petit peu plus en surface puis garder ça un petit peu plus léger. Mais comme je disais en intro, les gars ont tellement de passion puis ils veulent tellement, peu importe ce que tu leur donnes, ces gars-là, ils vont essayer d'en tirer le maximum. Puis je pense qu'ils ont réussi à faire ça dans ce projet-là. Excellent. Moi, j'ai des petites nouvelles de Star Wars, si ça vous intéresse. Oh, j'ai peur. Première moitié de ce mot-là, j'ai peur. On a tous eu le même. OK. Non, il n'y a pas un nouveau film, mais bon, il va y avoir des nouveaux romans, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup des romans et qu'il y en a eu des romans dans l'univers de Star Wars, l'univers étendu, l'Expanded Universe. Des romans qui vont venir combler des trous ici et là dans la nouvelle trame du temps consensuel de Star Wars. Je dis nouvelle, mais ça fait pratiquement 6 ans là, maintenant qu'on a effacé l'ancienne pour recommencer à nouveau. Il reste qu'il y a des trous. Donc, il y a 4 romans qui ont été annoncés par Lucasfilm la semaine dernière. Des 4, le premier m'intéresse le plus. C'est un roman qui s'appelle Star Wars Shadow of the Sith, écrit par un certain Adam Christopher. Ça se passe 20 ans après les événements de Return of the Jedi. Donc, on explore une ligne du temps qui, pour l'instant, pas trop été exploité depuis l'achat de Disney, de Lucasfilm par Disney. Donc, on va suivre, bien sûr, Luke Skywalker et Lando Calrissian alors qu'ils sont de la recherche, où ils enquêtent sur une nouvelle menace Sith. C'est des événements auxquels ils font allusion dans Rise of Skywalker, avec un petit passage par Exegol, l'espèce de planète over the top où est-ce qu'il y a des vaisseaux qui sortent du sol. C'est là où est-ce que Luke et Lando vont s'y retrouver. Et une apparition de Hoshi, pas l'abeille. Je parle d'un assassin Sith qui essaie de tuer Rey, dont on parle. L'abeille, vraiment triste. dont on parle dans Rise of Skywalker. Ça sort le 28 juin 2022. Ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Sinon, le deuxième roman qui est annoncé s'appelle Star Wars Brotherhood par Mike Chen, pas notre Chen, c'est un auteur américain, qui se déroule durant la guerre des clones. On suit Obi-Wan et Anakin qui enquêtent sur une explosion et on blâme la République pour cette explosion. Ça sort le 10 mai 2022. Rappelons qu'en 2022, il va y avoir aussi la série de Obi-Wan Kenobi qui va sortir sur Disney+. On ne sait pas exactement encore quand. Donc peut-être coïncider avec les événements du livre ou en tout cas peut-être en parallèle. Ça pourrait être intéressant. Cross-promotion, comme on dit. Le troisième celle de Boba Fett aussi s'en vient. Celle de Boba Fett sort durant les fêtes. Les fêtes qui s'en viennent. Oui, on va avoir du stock. Ouh là là! Yep. Le troisième roman, c'est Star Wars Padawan. C'est un livre de Christian White, un roman jeune adulte qui met en vedette un Obi-Wan Kenobi alors qu'il est mentoré par Qui-Gon Jinn. Ça sort le 26 juillet 2022. Et le dernier, qui semble assez intéressant, c'est Star Wars Stories of the Jedi and the Sith, écrit par 10 auteurs. 10 auteurs et donc 10 récits différents où il y a plusieurs personnages de l'univers de Star Wars qui vont s'y retrouver, dont Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan, Asajj Ventress et plusieurs autres. Ça sort le 7 juin 2022. Puis comme ma nouvelle était très, très, très courte, je vais juste prendre le temps de vous dire que Variety rapporte que l'actrice Catherine Hahn, qui a incarné le personnage d'Agatha Harkness dans la série WandaVision, sera en pourparlers pour avoir sa propre série dérivée sur Disney+. Si ça se concrétise, parce que pour l'instant, le contrat n'est pas toujours signé selon Variety, c'est Jack Jaffer, qui était showrunner sur WandaVision, qui va scénariser la série, produire exécutivement la série. Donc, c'est décrit comme une série de comédie noire, donc dark comedy. Catherine Hahn était excellente dans WandaVision. Elle volait toutes les scènes. Super bonne actrice qui roule sa bosse depuis très, 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 très longtemps. Donc, je suis très intrigué à la voir dans une nouvelle série qui lui serait dédiée au personnage d'Agatha Harkness. Laurent, qu'est-ce que tu avais, toi, dans ton sac à surprise, toi, mon beau mopette? Je vais vous parler de dinosaures. Des gros monstres! Des gros monstres! Des gros monstres!
En fait, je vais vous parler d'un manga de dinosaures. On a reçu au travail récemment une réédition d'un manga qui s'appelle Blue Hole par, je vais lire son nom, Yukinobu Oshino. C'est à l'air le nom d'une des productions qui a été produite dans le manoir de Undertaker. Allez, sérieux. Ouais, je sais que ça a l'air de ça, Blue Hole, mais en fait, ça désigne de quoi? J'ai cherché, ça existe pour vrai, ça s'appelle les trous bleus. C'est des trous au fond des mers qui sont plus profonds et qui n'ont pas la même... La même densité, ça se peut. Ouais. La même densité, Ouais, puis le ouais. même niveau d'oxygène, puis... On dirait qu'il y a de l'eau la dans mer de l'eau. On dirait qu'il y a alentour. de l'eau dans de l'eau. En fait, Ouais, quand tu c'est vois un ça, peu il y a ça. des vidéos sur mes DVD animaliers, là, puis c'est fou. On dirait qu'il y a comme un lac en dessous de l'océan. Ouais, moi, ça me freak out, ces affaires. Ah, on dirait que mon cerveau comprend pas ce qui se passe. C'est comme dans Bob l'éponge, tu sais, comme dans Bob l'éponge, quand il prend son bain, il absorbe toute l'eau parce que c'est une éponge, puis il devient comme ça. Puis là, je suis comme, oui, mais il vit dans le fond de l'eau. Pourquoi il n'est pas constamment de même? Mais dans un La ananas. Mais Laurent, dans les dessins animés de Walt Disney, quand Mickey Mouse puis Donald Duck mangent du poulet, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? De la volaille. Cannibalisme? Ben oui, c'est ça. C'est qu'il y a une sous-caste de personnages qui existent dans l'univers de Disney qui, eux, sont utilisés comme bouffe pour les autres. Ben, les animaux qui parlent pas, tu sais. Oui, c'est ça. les Les autres sont sous-espèces de Someone Disney. watch on Pluto. Oh non! C'est correct? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps. Il est où, plutôt? Il est mangé. Euh, Fait que donc, dans le manga, on suit... ça aussi, c'est basé sur des faits réels. C'est des trafiquants de coélacone, qui est comme un poisson préhistorique, que pour vrai, dans les années 40, ils ont 30, fin des années 30, je pense, ils ont trouvé en Afrique. Genre, en Afrique, les peuples qui sont là, genre, pêchaient et mangeaient ça depuis tout le temps, mais les scientifiques occidentaux, mettons, étaient persuadés que c'était un animal genre du Crétacé qui était éteint depuis, qu'on n'avait jamais vu. Donc, c'est un genre de fossile vivant. Fait que là, il y a des trafiquants de coélacone qui cherchent la source d'origine. Puis là, ils ont l'air de venir d'un trou bleu. Puis là, s'ensuit Une course folle. une course folle avec des scientifiques et voyons, des gars de l'armée qui vont explorer la zone, puis en fait, sont aspirés dans un gros tourbillon à travers le trou bleu, qui est, semble-t-il, aussi un portail spatio-temporel qui les amène directement au Crétacé. Fait que là, ils sont comme, wow, c'est comme fucked up, puis là, on est pogné ici, puis là, ils se font attaquer par plein de dinosaures. Mais il y a aussi des scientifiques là-dedans qui sont comme, OK, il faut qu'on retourne. Puis là, nous, on a des problèmes de pollution. Fait que si on réussit à bâtir un hostie de gros tunnel à travers ça, on va pouvoir, nous, envoyer notre air et notre eau viciée au Crétacé Non! et échanger avec la nôtre. Comme ça, genre, ça ferait un loop de notre planète va être en santé, genre. Fait que là, je sais Hey, pas... Quand tu as besoin d'un portail pour régler tes problèmes de pollution, là, ça va pas Oui, bien. on s'entend que c'est un petit peu un plan de merde. Ben déjà, d'autant plus que je suis comme, si tu pollues le passé, est-ce que ça va pas affecter ton présent, Ce qui est théoriquement? important, Laurent, c'est la croissance économique. Oui, ben ça, je sais. C'est pour ça qu'on n'a pas plus de journées fériées, d'ailleurs. Oui. La productivité. La productivité, c'est important. Lucien Bouchard nous le disait avant M. Legault, il faut travailler. Fainéant! Voilà, fait que là, on est là-dedans. Écoute, ça va être complet en 2 gros volumes. Je n'ai lu que le premier, mais là, ils sont en train de trouver un passage qui passe du Crétacé au genre Mésozoïque. Fait que genre vraiment quand les animaux se mettent à marcher sur la terre ferme, puis là, ils sont comme, ouais, est-ce que l'air est plus pur ici? Puis là, ils sont en train de faire. Qui a marché sur la terre qui est responsable qu'il faut que j'aille travailler? Ouais, le tabarnak. Mais pour vrai, c'est vraiment fascinant. Et il y a beaucoup d'attaques de dinosaures, ce qui n'est pas pour me déplaire. Fait que c'est 2 gros volumes. Ça, c'est bien, parce que souvent, les séries de mangas, ça s'éternise, puis c'est une des choses qui fait que j'adhère pas. Je comprends, mais là, c'est pour ça que je me suis lancé. En fait, la couverture est très laide, mais il y avait un dinosaure dessus. Là. Arrêtez-vous pas à la couverture, parce qu'il est vraiment laide. Là. Il y a comme une pitoune avec le linge arraché. Non. Mais aussi un gros dinosaure.
Mais pour vrai, les concepts sont quand même intéressants. Puis c'est quand même, là, je suis en train de checker, puis Combien, la Laurent? première édition en français datait de 96. Fait que c'est quand même un vieux manga, mais avec des thématiques qui sont, encore une fois, malheureusement actuelles. Plus que jamais. Pas qu'on va faire un tunnel vers le Crétacé. Il y a peu de chances que ça devienne actuel, mais on n'a pas réglé nos problèmes de pollution depuis cette année-là. En tout cas, Mais à l'autre génération. ouais, c'est ça. Ouais, nos enfants vont torcher à notre Les- place. L'équivalent de mettre Bastien, tout ça ça. sous un tapis. Ouais, Bastien, il a tout ça sur ses épaules. Il doit être content. Ouais, hein, c'est le fun. Hein? Marie-Lune. Moi, je voudrais juste dire, pour commencer, que j'ai un Star Wars, un Geekment en fin de Ah oui? semaine. J'ai écouté une série quelconque qui parle de religion, puis là, il y a quelqu'un qui arrive dans une grotte, puis je suis comme « Ah, c'est une affaire religieuse, je connais ça, c'est une place parce que tu te vois toi-même. » Je fais « Ah, c'est pas dans la Bible, c'est dans Star Wars. » Hey, j'ai vraiment eu une frayeur que tu allais nous dire que tu avais regardé The Mandalorian. Non, Genre, j'ai non. regardé une petite série, là, puis j'étais comme, oh, la série. Pourrait. Ben non, Tu pourrais Oh my t'écouter God, une nous journée annonce tous ça de les même. épisodes de Midnight Mass, t'as plus de raison. Non. Fait qu'après ça, je suis comme Ah, I'm a moron, c'est dans Star Wars, c'est pas dans la Bible. Ouais, c'est un peu la même Deux- affaire. Un peu la mafia. Une religion. Et moi aussi, je suis très on-brand aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de skate, j'ai parlé de gay, et là, je vais vous parler d'espace. Mhm. Donc, est-ce que vous vous souvenez de Persévérance, la petite rover qui est sur Mars en ce moment, qui est Oui, super oui, oui. cute? Oui. Mhm. Est arrivée sur Mars en février, puis là, elle travaille encore super fort à prendre des photos et à prendre des échantillons. Et quand ils l'ont envoyée sur Mars, quand il a fallu que les scientifiques choisissent la place où atterrir, il y a un endroit où les scientifiques avaient l'impression que ça avait la forme, c'est un cratère qui avait la forme d'un lac et qui les intriguait beaucoup. Un cratère qui s'appelle J0. Et donc, ils l'ont fait atterrir là. Et là, Persévérance, une genre de super cam qui prend des super photos. Et de ce qu'on voit en ce moment, il y a des strates sédimentaires qui ressemblent à des dépôts de calcaire terrestre. Mhm. Fait qu'ils ont utilisé du Donc, CLR pour détruire ça tout ça. Donc, Très il n'y a humain pas de comme réaction. nihilisme dans- il y a pas de nihilisme dans la conquête de Mars. Non. Persévérance, c'est pas comme ça. Donc, ce qu'ils pensent, c'est que ça serait un lac qui a existé il y a 3,6 milliards d'années. Mhm. Et ils sont vraiment curieux de connaître les événements, les dernières strates, parce que ça correspondrait à des changements climatiques drastiques. Donc, il y a beaucoup de strates qui se ressemblent, et là, à la fin, ça chie. Donc, ils ont pris des photos de ça, ils voudraient savoir ce qui s'est passé. Mais on va falloir qu'on attende que Persévérance revienne avec des échantillons qui vont être autour de 2030. Je l'ai vu ce film-là, c'est Species 2, puis ça se tourne pas bien. Oui, mais il y a une fille hot après, Oui, fait que oui, c'est vrai. ça me va. Mhm. Mais C'est fait ça que tu un voulais peu- dire, Marie-Lune, par regarder un miroir puis se voir un petit peu dans le futur, genre? Si Mars Oui, c'est ça. a été détruite par des changements climatiques, ça serait un pic dans notre propre futur de ce qui nous attend dans les prochaines années, genre? Spoilers. Non, j'ai pas du tout pensé à ça, mais oui, les scientifiques non plus du tout. C'est un peu, tu sais, c'est un peu cliffhanger, un peu trop long, mais oui, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y avait de l'eau sur Mars, il y avait un super beau lac, ça chie, ils savent pas comment. Puis là, et c'est pour ça aussi, ils veulent voir s'il y a des signes de vie, mais ils veulent voir ce qui s'est passé, l'évolution géologique et climatique, pour peut-être l'éviter ici, s'il n'est pas trop tard. Mhm. Donc, on s'en reparle en 2030. Ouais, il faut au moins qu'on t'offre jusque-là. c'est qui le nihiliste maintenant? C'est pas moi. Hey, c'est dans 9 ans, là, il peut s'en passer, les affaires. Ah, man. 9 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 9 ans? En tout cas. Ben, t'as tu une- vas avoir 49 ans. Ta gueule! Est-ce que nickel? Ça me fait capoter à penser de moi. J'ai juste. Des fois, j'essaie de me projeter dans le futur, puis je me vois à 50 ans, puis je sais pas pourquoi. Mon cerveau fait ça tout seul. Là. C'est pas moi, là. C'est pas mon conscient. Là. Puis je me vois avec une chemise pas de manches, ou des manches courtes, puis une ceinture bien haute.
avec la chemise dans les pants. J'ai tellement une vision 92 de moi-même en 2030. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. J'ai une moustache. Si jamais on arrive là et qu'on te voit de même, on pourra se dire que tu as atteint tes objectifs de vie. Là. On va être fiers de toi. C'est le seul objectif que je vais pouvoir atteindre dans 9 ans. J'aimerais ça que tu prennes l'avance sur ce look-là. Là. J'aimerais ça. En plus, quand tu portes tes culottes hautes de même, ça doit te coûter moins cher de bretelles. Tu as besoin de moins long. Un peu. Ben, je porte plus de ceinture depuis la pandémie. J'ai pas besoin que ces pants-là tiennent. Tu sais, dans le pire des cas, il va arriver quoi? Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a personne qui va avoir ces pants-là. Est-ce que tu vas encore avoir des fesses d'acier à ce moment-là? Ça, c'est une rumeur. Ça, je veux pas rentrer dans les détails. Là. Surtout que l'anecdote de l'épisode où est-ce que tu es venu faire notre introduction, là, Niquette, me suit beaucoup. C'est vrai? Ah, ben écoute, je l'ai coupé parce que ça n'avait pas de sens, mais ça me suit quand même. Parce qu'on y fait souvent référence dans le cadre de l'émission. C'est comme une plaie qui part pas. C'est comme Sister Hack 2. On y revient toujours. D'ailleurs, les fesses, c'est comme Sister Act 2. Exactement. Oh, whoopie! Oh, ben c'est ça, Laurent, le beau CD. Est-ce qu'il te restait quelque chose de ton côté, Niquette, où tu avais fait le tour? J'ai déjà brûlé mon punch. Je vais parler de la 500e de Décideret. Fait que je vais juste le reploguer. Dans un mois, les amis, la 500e de Décideret. Ben, dans 4 épisodes. Là, allez-vous faire une émission spéciale? Ben, très spéciale. Julien travaille là-dessus. Là. Je n'ai pas encore de grands scoops, mais on a comme décidé hier en gang là, que ça allait être un show spécial. Tu sais, on fait jamais... On est tout le temps comme pris de court, puis on fait jamais rien de spécial tant que ça pour nos milestones. Puis là, on s'est dit que 500, il fallait quand même pas passer ça sous silence. Mais non, quand fait même. Que, c'est ça. Dans 4 épisodes, on fait le 497e ce samedi. Puis, rendu dans 4 épisodes, d'ici Noël, en tout cas, il y aura le 500e épisode de Décideret. On est bien fiers de ça. Puis, ben oui, quoi, si vous ne connaissez pas ça, tendre l'oreille à nos affaires. C'est comme Décideret, c'est un peu comme de la lutte. Tu écoutes ça, tu comprends pas tout au début, mais éventuellement, tu t'y fais. Puis, un peu les mystérieux aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, tu t'es rendu dans la gang, puis tu sais même pas comment c'est arrivé. Fait que, on vous invite à rejoindre notre gang. Embarquez dans le train, mais on ne l'arrête pas, le train, mais embarquez dedans pareil. C'est drôle, je pensais que ça faisait beaucoup plus d'épisodes que ça, mais je pense que c'est parce que Julien parle tout le temps de l'épisode en faisant 2 millième épisode, on s'en crisse un peu. Fait que je suis comme, je sais pas c'est combien, mais c'est beaucoup, tu sais. C'est 5 ans de moins que vous autres quand même. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, c'est vrai. On a 5 ans de retard sur vous. C'est les 5 ans qui séparent les 35 ans des 40 à Ben. Là, mais exact. C'est exactement ça. Le grand fossé. Le grand fossé. C'est toi qui as commencé, Laurent. Là. Moi, j'ai fait comme je conseille. J'ai sauté dans mais là, c'est parce que t'enfonces le clou. Là, moi, là, en tant que gars qui statistiquement risque de mourir avant vous autres, voulez-vous un petit peu de respect, s'il vous plaît? On va respecter nos aînés. La temps que ma vie dans vos vies, là. C'est ça, respectez vos aînés. Moi, j'ai un truc concernant la bande dessinée. On reste dans la bande dessinée. C'est l'auteur de comic book et l'auteur au sens large parce qu'il fait aussi de la télévision et plein d'autres projets. Brian K. Vaughan qui a annoncé au New York Comic Con qui a eu lieu le week-end dernier que sa série Saga, très populaire série Saga de Image Comics, allait de retour avec le numéro 55, une série qu'il réalise avec la dessinatrice Fiona Staples, qui est excellente. La série est en pause depuis 3 ans et avait été laissée sur un cliffhanger assez monumental en avril 2018 avec le numéro 54. Et là, il y a un numéro qui revient, double, le 26 janvier 2022. Donc, c'est quand même récent. Et prochainement. Et ça va être 2,99 US. Comme à l'habitude, le prix n'a pas augmenté. Il y a un compendium qui existe des 54 premiers numéros et on est à mi-chemin dans la série parce que Brian K. Vaughan avait promis au total 108 numéros. Personnellement, je sais que des auditeurs des Mystérieux Étonnants vont faire la même chose. Je vais attendre le 12e compendium pour avoir 2 grosses éditions. Parce que sinon, sait-on jamais s'il va reprendre une pause d'ici la fin de la série. On est à mi-chemin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Pour vrai, je pensais que c'était abandonné. Il y a bien des gens qui pensaient que c'était abandonné. Il avait annoncé sa pause, puis finalement, ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, ça va durer 3 ans. Et je sais pas trop tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il multipliait les projets. Et à un moment donné, ça ne marchait plus. Là. Il y avait trop de choses en même temps, fait qu'il n'y avait pas le choix. Brian K. Vaughan, c'est celui-là qui arrêtait.
Pardon? C'est celle-là qui a arrêté. Je veux dire, j'ai vu plein d'autres BD sortir, là, mais c'était clairement sa plus populaire. Genre, Ben, c'est ça que je regarde, trouve bizarre. Je vais répondre à ta question avec une des citations qu'il a données durant le New York Comic Con. Il dit « Autre que ma famille, ma collaboration avec Fiona Staples, la saga est la chose la plus importante dans ma vie. » Fait qu'il a certainement pas fucké up sa série. S'il y avait déjà des plans, puis il était déjà en mesure d'écrire d'autres séries en parallèle, tant mieux. Peut-être que pour Saga, ça prenait plus d'efforts. Il a décidé de prendre une pause, le temps que l'énergie créative revienne, le temps peut-être de clairer, de mettre de côté des projets. C'est celle qu'il a mis de côté. OK. C'est peut-être pour ça. Je ne pourrais pas dire exactement les raisons de la pause, mais au moins, ce qui est important, c'est qu'il revient. Et il disait d'ailleurs ironiquement que sa pause a fait en sorte que la série avait jamais autant vendu. Parce que oui, il y a des trades, il y a des compendiums, puis là, le monde était comme, ben là, en attendant, elle m'a acheté ça. Fait que ça a augmenté beaucoup les ventes. Puis, on le rappelle que les personnages d'Image Comics appartiennent aux auteurs qui publient chez Image Comics. Donc, c'est une très bonne chose pour Brian K. Vaughan et Fiona Staples. D'ailleurs, Brian K. Vaughan a sa série Wild Last Man qui a commencé à être diffusée à la télévision. J'ai pas écouté. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins ça. C'est partagé, je pense, sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Moi, je suis plutôt curieux au stade où j'en suis. Je vais probablement relire la BD avant de me lancer sur la série d'FX, juste pour être certain. Puis un dernier truc que je le passais à Marie-Lune, mais là, elle semble avoir des problèmes de connexion depuis tout à l'heure. Il y a un nouveau Lego qui va sortir en novembre, qui est un des plus grands Lego jamais sortis. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, les gars. Le Lego de Titanic, qui sera de 9090 pièces, long de 54 pouces, ou sinon, vous préférez 135 cm, avec des sections qu'on peut ouvrir individuellement, pour la modique somme de 630 US, donc presque 2000 piastres canadiens. Là, on s'entend, c'est un loyer. C'est plus qu'un loyer. Dépendamment où vous habitez. C'est peut-être pas un loyer sur le plateau, en fait. Donc, ça va sortir en novembre. C'est immense, vraiment beau. Ça fait partie de la collection Prestige là, qui est destinée à un public adulte. Il y en a de plus en plus qui sortent d'ailleurs, destinés principalement aux adultes, parce que Lego se sont rendu compte que, on a des gens d'âge mûr qui achètent nos shit. Fait qu'on va destiner des ensembles à eux. On va vraiment comme cibler des ensembles à eux. Donc, ça va sortir en novembre. Juste, j'ai une googlée, puis juste la boîte a l'air monumentale. La boîte a de l'air à pouvoir tuer un homme. Ouais. C'est assez intense, assez intense. Toi, Laurent, est-ce qu'il te restait quelque chose? Je ne sais pas ce qui se passe avec Marie-Lune. On va attendre son Ben retour. oui, d'après moi, elle n'aime pas ça. Les mopettes, est parti. Probablement. Pas grand monde aime les mopettes. On appelle ça pas des bonnes personnes. Ouais. Écoute, c'est pas tout à fait une nouvelle. Ça reste à l'état de rumeur. Ça parle de dinosaures, par contre. Ah, ben écoute. Mon intérêt. Il y a le studio de jeux vidéo Creative Assembly qui est déjà responsable de Alien Isolation. Mm-hmm. T'avais-tu joué à ça, Ben? Je peux pas jouer à ça. Je ouais, si je joue à ça. C'était ça un peu ma question. J'étais comme. C'était soit t'avais pas joué, soit t'avais garoché ta manette. En fait, j'ai vraiment le goût de jouer, mais je sais que si je joue, je serai pas capable. Je fais facilement le saut à ce genre de jeu-là. Ben là, le site Gaming Bible qui a pris ces informations sur 4chan, fait que là, tu peux arrêter ta nouvelle. Dit qu'il travaillerait Creative Assembly donc sur le même jeu, donc le même genre de jeu, un survival horror, mais dans l'univers de Jurassic Park. Ouais. Donc, à la place d'un alien, tu te sauves de dinosaures. Sûrement pour l'instant, ça s'appellerait Lost World 2.gp. Comme Jurassic Park. Tu joues un personnage qui s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe Dion. Jean-Philippe Dion. Les raptors est après moi. Je peux même pas courir. Fait que c'est ça. C'est une rumeur, mais je suis intrigué. Oui. J'imaginais la scène de cuisine dans le premier Jurassic Park avec Jake. Puis, avec la jambe qui traîne dans le milieu. Ben, tu sais, si c'est aussi réussi que Alien... ça risque de marcher fort. Là. Ben oui, pour vrai, c'est une bonne idée. Là. Puis c'est ça, il y en a eu un puis un autre des jeux de Jurassic Park, mais rien qui a tant que ça passé à l'histoire non plus. En tout cas, pas à l'époque. Là. Je sais que là, ils sortent aussi, comment ça s'appelle, Jurassic World Evolution 2, qui sort à peu près en ce moment. Ça a bien marché. Le premier a super bien fonctionné. Il y a des grands fans. Je ne sais pas ce que le 2 fait de différent.
J'espère qu'il met un mode de juste fabrique des dinosaures et gère pas vraiment le parc parce que c'est vraiment trop stressant pour moi. Mais ça a pas un l'air bon que non, gestionnaire. tu gères le parc quand même. Non, moi non plus, je suis pas un bon gestionnaire ces choses-là. Je pogne les nerfs, puis je suis comme, ouais, Moi, je suis comme, il y a trop de choses à tout pète! Ok, le jeu, c'est un genre de sim, mais Ouais, construit ouais, ton parc comme un dinosaures. SimCity, mais de Jurassic, de Jurassic World, mais tu faut que tu fabriques tes dinosaures, que tu envoies des équipes genre chercher des fossiles, puis de l'ADN, puis que tu bâtisses des bâtiments, puis que, évidemment, là, des choses pètent dans ton parc, puis les dinosaures mangent tes visiteurs, Le puis t'es comme, public. ah non, fuck! Ouais. Il y avait, Ils ont l'air d'insister beaucoup sur le fait que dans le 2, les touristes ne seront plus en sécurité. Fait que là, va falloir que tu fasses attention à la gang de touristes maintenant. Ouais, tu sais, y a-tu vraiment un touriste qui a déjà été en sécurité dans cet univers-là? S'il y en a, ils n'ont pas fait de film là-dessus. Mais moi, j'ai toujours dit qu'une série qui se passe dans les dessous de Jurassic Park, mais des employés, du parc, ça serait parfait. Écoute, ouais. Tout le monde est à bout, tout le monde est ses nerfs. Tu sais. Ou tu Le fais gars une qui va comédie. nourrir les raptors. Le gars qui va juste nettoyer les cacas dans les cages. Il est payé 15$ de l'heure. Il est malheureux. Ou tu prends cette prémisse-là, mais ta vie humoristique à la The Office. Hey, C'est une affaire de gestion de bureau. C'est ça, exact. C'est très drôle. Ça pourrait être marrant. Avec de temps en temps un brontosaure qui passe en arrière. En fenêtre. Il y avait un jeu sur PC à l'époque, puis c'était très prometteur. Je me souviens quand il avait été annoncé, là, les gens étaient très appréhensifs. Ça s'appelait Trespasser, Jurassic Park Trespasser, où tu jouais je pense quelqu'un qui était parachuté sur l'île B, donc l'île qui sert finalement d'endroit pour élever les dinosaures avant de les transporter vers l'île principale, avec tous des appareils de IGN qui étaient pétés un peu partout. Puis, c'est quoi ça dans la compagnie? C'est IGN ou c'est ING? J'ai oublié, là, je me mélange avec... IGN. IGN, okay. ouais. Puis tout était pété partout, puis là, t'étais un survivant, puis t'essayais de passer à travers tout ça, mais c'était extrêmement buggé. Allez voir des let's play sur YouTube, c'est hallucinant. La main, là, la main sur le bras est pas fixée. On dirait que le coude est cassé. C'est hallucinant. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est une novelty. C'est vraiment particulier. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il n'y a aucun de ces jeux-là où t'es genre un raptor qui doit manger des gens. Il y en a eu un sur Genesis où tu jouais un raptor. Ouais, tu jouais soit Grant ou tu jouais un raptor. Puis c'est un des bons jeux de Jurassic Park. C'est en 16 bits, puis c'est un side-scroller par contre. C'est pas un jeu 3D, mais il existe. Tu incarnes un vélociraptor. Ça s'appelait d'ailleurs Jurassic Park, tout simplement. Oui. C'est sorti un peu en même temps que le film à l'époque. Il y a eu plein de jeux là, basés sur la série, mais il n'y a pas eu des excellents jeux. Peut-être rapidement, avant de passer au sujet de la semaine qui est Muppets Haunted Mansion, bien hâte de voir ou d'entendre plutôt ce que Niket a à dire là-dessus, parce que je ne sais pas si c'est un fan de Muppets. Niket, spoil-moi pas, je te regarde même pas en ce moment. Je vous rappelle qu'on est en plein mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants, donc tout au long du mois, on a des activités virtuelles pour les membres Patreon et Discord des Mystérieux Étonnants, et on a même une activité qui est ouverte à tous, soit le 28 jeudi le 28 octobre prochain. Je vous explique ça très rapidement. Quand vous donnez votre contribution Patreon, ça vous donne accès aussi au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, toutes nos activités spéciales se passent sur le Discord. Donc, les jeudis, les bifurcations sont dédiées au Treehouse of Horror des Simpsons. Cette semaine, on fait les épisodes 3 et 4. 3 et 4, deux longs épisodes. Un long épisode, pareil, avec Guilla Saint-Cyr et Rémi Féchette. On parle de long et en large des épisodes des Simpsons et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le mardi, le 12, cette semaine, c'est à mon tour d'être le VJ, si vous voulez. C'est la première fois que je fais ça. Je vous présente 2 documentaires, ou plutôt un documentaire et un faux documentaire. Le premier, c'est sur Discord, The Real Story of Halloween, et Ghostwatch, qui est un spécial de la BBC, animé, entre autres, par un important communicateur de l'époque pour la BBC. Donc, les gens pensaient que c'était vrai, où il y avait des gens dans une maison hantée, ou une maison qu'on disait hantée. Puis là, ça virait le bordel, mais finalement, c'était pas vrai. C'était tout arrangé, cette affaire-là. Puis ça a traumatisé une génération complète de Britanniques. Il y a même eu un suicide par la suite après la diffusion de ce spécial-là. C'est très bien fait. C'est très 90s, par contre, mais c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est le mardi 12. Sinon, le mardi 19 sur Discord, encore une fois, on a la musique hallucinée d'Étienne Forêt.
Étienne Forêt, qui fait partie de Décideret, qui fait des émissions, qui fait des podcasts partout, va venir nous présenter des musiques inusitées d'Halloween, des pièces inusitées d'Halloween. Le jeudi 21 sur Discord, je vous présente cette fois-ci vraiment 2 documentaires. The Real Amityville Horror, qui reprend les faits véridiques du fait d'Amityville, plus les faits plus ou moins contestés de l'histoire d'Antise qui a suivi. Et My Amityville Horror, c'est un documentaire sur un des enfants de cette maison-là, qui habitait à l'époque dans les années 70 dans la maison d'Amityville. Et on écoute son côté de l'histoire. C'est super intéressant, très troublant. Le mardi, sinon, 26, ça, c'est la soirée qui est disponible à tous sur Facebook, YouTube et Twitch. On va faire une game de RPG avec la gang de Coups Critiques. Le module, c'est un module indépendant québécois qui s'appelle Pogneur de spectre, donc inspiré de Teenage Mutant Ninja Turtle et de Ghostbusters. Sinon, le jeudi 28 sur Discord, les films hallucinés, une présentation de films par notre ami Simon Chénier sur Discord. Les mercredis, on fait l'univers Conjuring. Les vendredis, vendredi 13, les films du samedi. Et bien sûr, même la lutte est thématique. Et dimanche prochain, c'est une soirée lutte gimmick, plus ou moins halloweenesque. Puis Gab, qui est la personne qui s'occupe de la programmation pour les dimanches, nous a donné un avant-goût avec un extrait de... C'était quoi la fédération? AEW avec un zombie qui mange un candlestick en pleine face. Ah mon Dieu, c'est quelque chose. Ah, non, je pense que c'était NXT qui a eu un. Non, c'était pas NXT. Non, parce qu'il y a eu un arbitre zombie là, à NXT l'année passée dans un contexte d'Halloween. Puis là, ils ont comme ramené, il est comme en running gag. Là. Souvent, il y a des shots qui sont tournés à l'extérieur de l'aréna. Puis en background, tu as l'arbitre zombie il est encore dans le lore, même quand c'est plus l'Halloween. Si j'aime ça. Il existe encore, je trouve ça vraiment génial. C'est tout le temps des références très pointues d'amateurs de lutte que certaines personnes peuvent comprendre, puis d'autres, ben finalement, c'est juste un zombie. Mais... C'est juste weird, mais c'est juste weird, mais c'est le fun pareil. Mais cela dit, la programmation du dimanche, très très bonne programmation de lutte le dimanche. Je mets mon seal of approval là-dessus s'il y en a qui en avaient besoin. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Vous pouvez donner pour un mois, juste pour le mois d'octobre, si ça vous tente pas arrêter ou continuer. C'est comme vous voulez. En échange, vous avez Bifurcation, accès au Discord, comme je l'ai mentionné. Vous avez également accès au podcast Terre humaine chez Isidore, animé par Simon Chénier. Donc, sur la télésérie Terre humaine, très beige, très brune, très plate. Mais les gens semblent adorer ça. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent, qu'on produit des shows comme Noël Chisidor qui est censé revenir, et aussi Terre Kaiju, retour en novembre, donc un podcast sur les gros monstres qui se tapochent. Même si vous donnez, vous n'êtes pas obligé de suivre les activités, il y a bien des gens qui donnent au Patreon, puis qui viennent même pas sur Discord, qui viennent même pas participer. Sachez par contre que cette contribution-là est 100% réinvestie dans nos activités. De ce temps-ci, peut-être qu'il y a une fatigue avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté. Si vous avez la chance de donner, je vous invite à le faire parce que c'est ce qui nous garde en vie. Éventuellement, pour vrai, si on n'a pas de Patreon, il va falloir qu'on arrête parce que je ne peux pas me permettre de mettre l'argent que je mettais dans le temps quand j'avais 20 ans dans les Mystérieux aujourd'hui à 40. Ça serait impossible. Mais tout l'argent que vous donnez est réinvesti dans les Mystérieux Étonnants et nos activités. Il n'y a personne qui fait de la coke avec ça. Donc, considérez donner au Patreon. On va prendre une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine. C'est The Muppets Haunted Mansion. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est un spécial disponible sur Disney+, Muppets Haunted Mansion. Je dois mentionner en dernière partie d'émission, nous spoilons. Donc, si vous n'avez pas vu le spécial et vous ne voulez pas être spoilé, peut-être faire pause, revenir à l'émission quand vous aurez écouté l'épisode, ou plutôt le spécial. C'est 54 minutes, c'est vraiment pas long. Je dois souligner pour les gens qui nous écoutent live, et si vous nous écoutez en balado, que Marilyn n'est pas avec nous. Elle a dû quitter, je pense qu'elle a des problèmes de connexion. Elle a perdu la connexion Internet chez elle. Ça fait partie de la game, comme on dit. Donc, on va aller de l'avant sans elle. On la reverra probablement la semaine prochaine. Dis-le donc aux auditeurs qu'on s'est chicané pendant la pause. Si on s'est chicané pendant la pause, je sais bien pas quand ça s'est passé, parce qu'elle a disparu pendant l'enregistrement du show. Ouais. The Muppet Haunted Mansion est réalisé par un certain Kirk R. Thatcher. Il est également co-scénarisé avec Kirk R. Thatcher et un certain Bill Barretta. C'est deux individus qui ont travaillé beaucoup sur les propriétés intellectuelles des Muppets.
C'est pas la première réalisation de Thatcher sur les Muppets, donc c'est des vieux de la vieille. Je sais que les gens qui travaillent pour Muppet Studios sont habituellement des collaborateurs de longue date. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup de clins d'œil et de Easter eggs par rapport aux autres productions des Muppets qui ont eu lieu par le passé. C'est parce que c'est souvent des gens qui ont déjà travaillé dessus et ça se ressent. Donc, dans la direction, pas dans la direction, pardon, mais dans la distribution, on a Will Arnett, on a Taraji P. Henderson, Darren Criss et Yvette Nicole Brown. Et nos deux personnages principaux sont The Great Gonzo et Pépé, la crevette royale. C'est important de souligner que c'est une crevette royale. Les autres Muppets sont présents. Un écrevis. C'est un écrevisse, Ouais, voilà. ouais. Donc, c'est important de souligner que les autres Muppets sont présents comme Kermit, Peggy et les autres, mais ils ne sont pas les personnages principaux de l'histoire. Je vous résume ça très rapidement. The Great Gonzo et Pépé sont invités à un party, disons, exclusif dans un vieux manoir hanté, le Haunted Mansion, qui appartenait à un magicien qui a disparu de cela il y a plusieurs années. 100 ans, c'est 100 ans. 100 ans, c'est quand même pas mal, 100 ans. Ça va. Donc, pensez à Luigi's Mansion, mais avec Pépé puis The Grand Gonzo, c'est un peu ça. Donc, les deux vont traverser différentes pièces puis rencontrer des spectres qui appartiennent à la grande mythologie du Haunted Mansion, parce que oui, c'est basé sur une attraction de Disney qui est extrêmement populaire. Puis si à un moment donné, dans la nuit, vous n'arrivez pas à dormir puis que Nickette n'est pas sur Twitch, allez jeter un coup d'œil. The Haunted Mansion, c'est une attraction qui a un espèce de following culte débile. Il y a une sous-catégorie de YouTube qui est juste des gens qui vont analyser l'historique de la mansion, les versions qui n'ont pas été créées, les versions que ça aurait pu être, des sketchs de production, les différents personnages, les différents éléments narratifs cachés dans l'attraction qui pourraient donner des indices sur l'origine des spectres qui peuplent la maison. C'est débile. C'est vraiment dédié. Et là, on transpose cet univers-là à celui des Muppets pour les marier parce que Disney possède les Muppets depuis maintenant quelques années. Et donc, on garde la brand en vie. Je vais commencer avec toi, Nickette, comme tu es notre invité, mais comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as aimé Muppet Haunted Mansion? Moi, j'ai bien aimé Muppet Haunted Mansion. Je suis pas un grand connaisseur des Muppets, mais tout ce que j'ai vu, ou presque des Muppets, m'a bien plu à différents degrés. Je pense que le dernier vraiment que j'ai vu, c'est celui avec Jason Segel. Le long métrage. 2009, 2011, ouais. Ouais, c'est ça, j'essaie de me souvenir exactement ça datait de quand, puis c'est ça, là, je me suis dit, hey, ça fait longtemps. Évidemment, là, depuis ce temps-là, j'ai vu quelques petits trucs passer, mais en fait, soit de moyen métrage ou long métrage, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas retombé là-dedans. Puis j'ai écouté ça avec ma copine, elle, qui connaît pas du tout l'univers des Muppets, elle est plus jeune que moi, fait que elle a jamais été en contact avec ça. Puis les deux, on a vraiment, vraiment apprécié. Puis c'est ça, tu sais, la seule chose que j'ai peut-être perdu, c'est le nombre d'inside qu'il y a. Je savais qu'il y avait un inside. Ça rendait pas ça. Je me sentais pas exclu du party, là, cela dit. Là, il y en a tellement de gags, premièrement. Là. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est quand j'étais en train de prendre une note sur quelque chose, j'avais une autre note à prendre après. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, OK, je vais arrêter de prendre des notes. Je vais juste regarder ce qui reste parce que je suis en train de tout noter là, au début. Là. C'est vraiment ça qui se passait. Puis je me suis dit, je vais enjoy le film plutôt que de tout prendre en note. Mais non, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis c'est toujours à chaque fois que je tombe sur les Muppets, le drame, c'est que ils peuvent pas tous avoir un rôle proéminent dans l'œuvre, tu sais. Fait que là, quand tu vois Beaky qui est là comme juste une seconde, puis qu'ils font une inside sur ça va être la seule fois où on va se voir dans le film. Genre, oh non! Ils le disent, ça va être notre seul. Ça te spoil, genre. On aurait aimé ça un plus gros caméo, mais finalement, non. Puis, exact. Puis ils sont déjà. Ça fait partie de la game, je pense. Puis là, puis cela dit, très satisfait des protagonistes de Haunted Mansion. Mais ouais, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'imagine qu'on va rentrer plus dans le détail plus tôt, mais tu sais, toutes les gags méta, les bris de quatrième mur, tout ça, l'enchaînement de gags, justement, très dans l'air du temps, tu sais, des films d'animation où est-ce que on va te passer un gag pour les enfants, puis on va te passer 3 gags pour les adultes après le gag pour enfants, puis le temps que les autres rient de ça, nous autres, bang, 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 on va te mitrailler une couple de gags qui sont un peu plus pour les adultes. Puis moi, j'ai trouvé que humoristiquement, le niveau des gags, c'est toujours ça, là, je trouve vraiment qu'ils ont un niveau de comédie qui est très, très fort. Puis
tu sais, en tant que fan d'humour, ils ratissent large dans le type de comédie aussi. Tu sais, il y a pas juste de la comédie visuelle, il y a pas juste du slapstick. Justement, il y a du gag méta, il y a des références qui sont pas nécessairement des références évidentes pour tout le monde. C'est pas complaisant, puis ça pourrait facilement être complaisant des films des mopettes. Là. Ils pourraient être beaucoup beaucoup plus complaisants que ça, mais finalement, tu sais, ils se permettent de prendre, je pense, une certaine part de risque. Puis je m'y suis vraiment retrouvé. Génial. Toi, Laurent, toi qui es un amateur de mopettes comme moi, comment t'as trouvé ça? J'ai eu bien du fun. Rien de transcendant, je dirais, mais j'ai apprécié, mais on dirait que au final, tu sais, c'est comme si je regrettais de ne pas être dans le party avec les autres mopettes à la place. J'ai comme fini le truc, je sais comment c'était bien, mais en fait, c'est ça que je voulais vraiment voir. C'était leur party à eux avec Scooter déguisé en Elvis, qui avait des excellents moves, tu sais. Parce que là, c'est ça, effectivement, tu sais, comme oui, ok, je comprends, il y a un concept et tout, je suis bien down avec ça, mais on dirait que ça. C'est trop des caméos vite, puis tout, tu sais. Puis je les aime, ces personnages-là. J'ai tout le temps envie de passer du temps avec eux, là. Je me satisfais pas d'une mention ou d'une apparition, tu sais. Puis en plus, chaque fois qu'on va dans ce party-là, il y a un petit gag, un quickie qui est vraiment efficace à chaque fois. Fait que là, tu te dis, c'est de même toute la veillée. Effectivement, j'ai eu la même réflexion. Je peux voir ça un peu plus. Réécoutez le film en regardant l'arrière-plan, puis voyez les mopettes qui sont au buffet. Là. Il y a plein de gags visuels qui se passent en arrière. C'est sûr, j'en ai manqué. Là. J'ai reculé beaucoup là, en écoutant ça pour vrai, là, parce que justement, moi, ma copine faisait « Hey, t'as-tu vu ça? Tu sais, puis on recule, puis on pogne ça. Wow! » Attends, c'était-tu tel acteur? Ouais. J'ai reculé, j'ai comme wow, c'était-tu Danny Trejo, là? C'est Danny Trejo en fantôme qui est en prison. Fait que ça, c'est méta as fuck. Un petit clin d'œil. Très, très méta pour les... les mopettes font toujours dans le méta, puis ils le font avec bon goût. Et ils n'ont pas besoin. C'est ça qui est le fun des mopettes, c'est que tu vas comprendre la blague ou pas si tu connais un peu leur approche, mais ils n'ont pas besoin de le souligner. Ils sont pas dans. Ils vont pas comme pointer du doigt puis comme hausser les sourcils. C'est tout le temps en finesse puis très léger. C'est ce que j'apprécie de leur humour. Il y a un bout au début où il explique un jeu de mots poche, puis là, ils sont comme faites-vous-en pas, on va pas toutes les expliquer nos gags. C'est ça, puis c'est génial. Justement, à chaque moment où tu te dis OK, ça va être comme répétitif comme ça, ils font Hey, by the way, non. C'est fini. Ça prend une expertise de writer pour savoir exactement l'effet que le gag va avoir sur la personne, puis pouvoir, au même moment que tu es en train d'avoir cette réflexion-là, te faire expliquer que non, on est conscient de ce niveau-là. Ça prend une maîtrise. Il y avait quelques petits moments comme ça dans l'écriture où je trouvais que, OK, on a affaire à des gens qui maîtrisent la notion de screenwriting assez fortement. Là. Ouais, puis des gens qui connaissent les mopettes surtout. C'est ce que j'ai apprécié. C'est toujours difficile parce qu'on s'entend, les mopettes, c'est une franchise qui est quand même vieille. Elle est, The Muppet Show date des années 80. Il y a des blagues dans le spécial qui font référence au Muppet Show des années 80, puis je voulais le souligner ici parce que c'est en le regardant que j'ai dit OK, c'est une référence à ça. Il y avait un segment dans le Muppet Show à l'époque qui est un segment récurrent où la caméra passait... Le ballroom. La caméra passait à travers des danseurs, des danseuses, puis on arrêtait devant ces mopettes qui avaient un petit échange pour une petite blague ou un petit jeu de mots. Puis il y a la même séquence dans Haunted Mansion où là, c'est des fantômes qui flottent, mais c'est une reprise de ce gag-là qui date du Muppet Show des années 80. Wow. Ce qui est le fun, c'est que ça marche pour la nouvelle génération qui découvre les mopettes pour la première fois ou qui n'ont pas la connaissance du grand canon des mopettes. Mais en même temps, si on est comme Laurent et moi, si vous êtes comme Laurent et moi, des gens qui suivent ça depuis longtemps, ben là, c'est pour nous ce petit gag-là. Ouais, c'est suivi 2 petites secondes après d'un plan vraiment rapide où tu as des monstres et des fantômes dans des arches qui surplombent la salle de bal. Et ces arches-là reprennent les arches de l'intro du Muppet Show des années 80. Puis, c'est juste un plan. Ça marche pareil, même si tu connais pas la référence. Puis ça, je trouve ça génial. Puis ça avec finesse. Puis comme les Muppets restent tout le temps dans la légèreté, ils vont rarement s'embourber dans leur approche méta. C'est pas une approche méta qui est fastidieuse. C'est une approche méta qui est légère puis qui est un peu bon enfant. Ouais. Ça fait du bien aussi. Les Muppets sont foncièrement juste des personnages heureux. T'allais dire, Laurent?
Ben, je veux dire, c'est ça, ils ont tout le temps des jokes méta aussi, mais qui marchent justement sans les catcher, tu sais. C'est pas juste le méta, le gag, tu sais. Mhm. C'est juste comme un bonus. Ouais. mettons. Puis tu sais, on parlait des caméos tantôt. Il y a un caméo de John Stamos de Ouais. Family Guy qui joue dans le spécial A Famous Person, qui est en fait un fantôme. Puis, tu sais, ils ont tout le temps fait ça, d'amener quelqu'un de random. OK, je le connais cet acteur-là, mais je sais pas de où. Puis là, c'est John Stamos. Puis c'est John Stamos qui est dans une salle de bal, puis il est tout seul, puis il trippe. Puis t'es comme, OK, est-ce que cette blague-là est pour les enfants? Ou est pour moi le gars qui est supposé avoir des enfants qui a écouté Full House des années 90? Ben, puis ce qui est le fun aussi avec toute la distribution, c'est que peu importe la longueur du caméo, s'il y a des répliques ou même quand il n'y a pas de répliques, il y a quelque chose que tu sens que l'acteur est honoré de faire partie Oui. de show des Muppets. Mhm. Oui, C'est absolument. fou, tu sais, il y a même si... Puis tu sais, juste justement, là, on a fait venir ce personnage-là. Moi, c'était le nombre de fois où je fais, OK, mais t'es un acteur quand même ou une actrice quand même très reconnue. Puis là, t'es venu passer 4 heures à te faire maquiller, à te faire mettre un costume pour prendre un plan ou 2 peut-être. Pas de réplique, tu sais, mais tu sens quand même que les personnes se sont données pour ce clin d'œil-là. Puis avec le niveau de justement qu'on est en train de faire un mauvais coup, là, un peu comme le feeling de quand tu vois une bonne impro, un bon joueur d'impro, on dit toujours, il faut que tu sois sur le bord d'avoir l'impression d'être en train de jouer un mauvais coup. Ben, on dirait que tout le monde est là dans cette optique-là, puis est content de participer à cette lore-là, puis d'être, hey, moi, j'ai fait un mopette, peu importe si c'est un moyen métrage de comme tu disais, de 49 minutes là, avant le générique, puis c'est pas grand-chose dans la carrière de ces gens-là. Tous ces gens-là auraient pu refuser le projet, là. Il y avait pas besoin de ça, mais ils étaient tous contents d'être là, t'sais. Mais je suis tellement content que tu soulignes ce point-là parce que je l'ai vu souvent, non seulement dans le spécial, mais dans n'importe quel film ou émission spéciale des Muppets. Quand il y a un caméo, la personne a un gros cheese d'en face. Elle est contente. C'est une consécration un peu à la manière que quand tu es repris dans Les Simpsons en tant que vedette américaine ou internationale. Ils ont réussi à rendre quelqu'un aussi cynique qu'un Ricky Gervais, tu sais, pas dans ce film-là, mais dans l'histoire des Muppets, tu sais, puis à le rendre dans ce mood-là, tu sais, dans cette espèce d'attitude-là. Wow. Le même film qu'il y avait Ricky Gervais, il y avait un long caméo chanté de Céline Dion. Moi, c'est à ce moment-là que je suis comme, OK, tout le monde veut être dans les Muppets. Céline, là, elle n'a pas besoin de faire ça non plus, là, clairement. C'est fou, là. D'ailleurs, soulignons le caméo du défunt Ed Asner, qui est décédé récemment, qui jouait la voix du personnage dans Hop, du vieux monsieur, qui est présent en tant que fantôme en début de spécial. Il sort de sa tombe. Puis je trouvais ça un peu ironique, sachant qu'il est décédé depuis peut-être 1 mois et demi environ. Il faisait des voix pour les cartoons. Faisait longtemps qu'il roulait sa bosse. Donc, je trouvais que c'était... Le timing était bon. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand la réalité, mettons, va se fusionner avec la fiction, puis la direction, comment je pourrais dire ça, la carrière artistique d'un auteur. Pour moi, David Bowie est mort dans l'art, parce que son album est sorti, puis il est mort après. Genre, il y a de quoi de super beau là-dedans. Ben, c'est peut-être pas le même niveau, mais on est un peu dans la même zone. Ad Asner qui décède, puis il joue un fantôme dans le spécial des Muppets qui sort un mois. C'est son dernier rôle. C'est son dernier rôle, puis il joue un spectre. Il passe au-delà. Comme Brandon Lee, c'était le fun, c'était beau lui aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Absolument. Y a-t-il des trucs qui vous ont marqué particulièrement? Moi, j'ai beaucoup aimé l'actrice, juste retrouver son nom pour pas me tromper, là, qui joue très bien de Bride, qui est un personnage de Haunted Mansion, l'attraction. Taraji P. Anderson. My God, qu'elle est incroyable dans le rôle de The Bride. Une Black Widow d'esprit qui veut tuer, en fait, les mortels qui rentrent dans la mansion. Je l'ai trouvée excellente. Terrifiante un peu, même. Ouais, une grosse performance. Ça aussi, là, de mettre un niveau d'intensité là-dedans, là, est allé à fond la caisse là, dans ce truc-là. Puis, tu sais, je pense que la distribution aussi... tu sais, l'espèce mettons, décalage entre son jeu à elle puis le jeu de Will Arnett, justement, tu sais, que j'étais très content de retrouver aussi, mais qui est à un niveau un petit peu plus décalé de jeu, là, tu sais, c'est Will Arnett avec une grosse moustache d'en face, là, tu sais, puis il sait, c'est voulu, puis c'est pas une maladresse des costumiers, pas du tout, là, c'est OK, c'est Will Arnett, tu peux pas camoufler Will Arnett en arrière. C'est un clin d'œil à son personnage de voyons, tabarnouche
son personnage qui était il jouait un magicien, là, pas Park and Rec. Arrested Development. Arrested Development, c'est ça. Il y a ce côté ridicule-là, très, très assumé. Puis au début, j'étais quand même content, mais je faisais, c'est je veux pas dire que c'est facile, mais c'est un procédé facile, disons, là, d'être détaché en tant que comédien. C'est quand même facile d'avoir une distance, fait que j'étais content de voir qu'il y a d'autres personnages qui, au contraire, eux, sont à fond la caisse dans l'émotion, dans l'intensité, puis fait que puis ça marche quand même là. Il y a pas de, même si les niveaux de jeu sont différents, chacun a sa fonction. Will Arnett est vraiment là pour amener les protagonistes d'une place à l'autre. Il s'appelle The Host d'ailleurs, son personnage. Exact, tout simplement. Puis fait qu'on est un peu toujours en marge de l'histoire quand Will Arnett est là. Puis je pense que le fait qu'il soit un petit peu détaché de son personnage, ça rajoute juste à ce côté-là qu'on est tout le temps entre deux mondes quand on est avec Will Arnett. Il serait le quest giver d'un jeu vidéo qui t'explique qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans le prochain niveau. Genre. Exact. il est faussement creepy. Il fait semblant de faire peur, mais il fait pas peur. Puis je pense que c'est bénéfique aussi dans l'optique que c'est fait pour les enfants. Si c'était tout le temps lourd, je pense que ça serait plus tough. Mais on se permet d'aller dans l'horreur pour enfants, mais dans l'horreur quand même avec le personnage de The Bride. Puis on en ressort rapidement quand on retombe avec le guide dans l'histoire. La quest de Gonzo aussi sur la fin, c'était quand même bien horrifiant. C'est horrifique. Pour un enfant, moi, être enfant, j'aurais eu la chienne. Puis la marionnette, de la façon qu'ils l'ont vieilli. Hey, mon Dieu, j'étais mal pour lui. J'étais comme, oh non, pas mon Gonzo, tout décrépit. C'est mon personnage préféré, Gonzo, en plus. Il a pas l'air de... Comment dire? Il a pas l'air d'un zombie ou d'un cadavre, il a vraiment l'air d'une marionnette qui a séché, genre. Je trouve que c'est ça que j'aime. C'est pas, c'est comme... Ils ont pris en compte que on sait tous que c'est pas un être de chair et de sang, mais de genre de tissu et de Fentex, puis ils l'ont fait vieillir comme tel, genre. Je trouve ça absolument fabuleux. Il ressemble à une marionnette de Meet the Feebles, qui était aussi une parodie des Muppets à l'époque, réalisée par Peter Jackson. C'était dégueulasse, là, mais ça ressemble à ça. Les Muppets, quand il y en a une qui tombe malade, là, elle ressemble à ce que Gonzo a de l'air dans le spécial. Puis tu sais, il y a toute évidemment la morale de cette histoire-là. C'est une phrase qui revient au début, qui m'a marqué, que j'avais pris en note, puis je suis content qu'elle revienne à la fin. C'est Kermit, qui il disait au Great Gonzo, « You don't have to be great, Gonzo, to be the great... Non, you don't have to be the great Gonzo to be great, Gonzo. » T'es pas obligé d'en faire plus que le client demande pour être quelqu'un de nice. Soit si t'es juste ça, t'es pas obligé parce que Gonzo, évidemment, c'est le personnage qui fait des cascades, qui fait des il est toujours dans le danger, il a peur de rien. On apprend finalement qu'il a peur de quelque chose, mais généralement il a peur de rien. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'aventure puis qui fait toujours les choses en grand. Puis l'espèce de morale de, tu sais, des fois tu peux être juste toi-même, puis on t'apprécie sans c'est ça. Chill. Puis tu sais, c'est bien amené dans la mesure où le personnage de Gonzo lui-même en est pas conscient de ça. Il est pas conscient qu'il a des peurs, il est pas conscient qu'il en fait trop, tu sais. Il est même pas conscient que c'est un mécanisme pour lui d'en faire autant. Puis je trouvais que la réflexion, tu sais, il amène cette réflexion-là de façon assez habile, puis j'étais agréablement surpris que ce soit une réflexion qui est pas évidente quand même, tu sais, pour des enfants. C'est ça que ça fasse cucu aussi. Non, exact. Tu peux avoir une morale, mais la manière que tu vas la traiter, la manière que tu vas la présenter va beaucoup jouer sur la réception de ton public. Et c'est là où les Muppets jouent très bien les valeurs d'amitié, d'être positif, d'être inclusif, juste de profiter de la vie. Ils sont cucu, ils assument ce côté-là cucu, mais ils vont jamais aller dans le côté... trop fromagé, si je peux dire. Non, exact. Puis tu sais, cette phrase-là est plus cheesy au début du film, quand on n'est pas dans la morale, on n'est pas en train de l'expliquer, mais la façon qu'elle est déclamée, c'est très riche. Puis je pense que si ça arrivait à la fin, dans le bout où c'est la morale, ben là, ce serait trop riche. Puis là, on s'écœurerait un peu. Puis ce que tu dis ressortirait un peu plus. Mais là, on a amené cet élément-là au début. Puis on l'a juste ressouligné à la fin. Tu sais, hey, oui, by the way, j'ai dit. Puis c'est Kermit lui-même qui dit, ben oui, j'ai dit au début, you don't have to be the great Gonzo to be great Gonzo. Puis il fait juste balancer ça au moment de la morale, juste en rappel comme ça. Fait que ça fait en sorte que
ça ricoche comme une roche Ouais. sur l'eau, là, tu sais. Ça passe bien. Mm. Hey, Laurent, j'ai une question pour toi parce que c'est un Ouais. des spéciales des mopettes où les décors sont pas tous réels. C'est pas Mhm. tous des décors qui ont été construits. Beaucoup de CGI, en fait. C'est un des Ouais. spéciales des mopettes que j'ai vu utiliser le plus du CGI, de l'animation, du green screen. Ça paraît par certains moments, là, où le green screen est très, très, très présent. 3/4 du temps, personnellement, je trouve qu'il marie bien les deux, là. Les Mhm. popettes sont caricaturales. Le décor l'est également. Fait que la fusion se fait bien. On sature, on assume complètement que c'est du faux. Mais est-ce que toi, ça t'a gossé? Est-ce que tu aurais préféré que l'ensemble des décors soient faits en réel, là? Pour vrai, ça m'a pas gossé. Mhm. Tant que tu me mets pas des mopettes en CGI, ça. Il y en a ça une, par serait contre, non, une là. mopette en CGI dans le film à un moment donné. Dans le Ouais. trou de l'escalier, quand le Ah ouais, mais c'était pas une tant que ça une mopette. C'était Mhm. correct vu que c'était un monstre du manoir, ça m'a pas dérangé. Tu sais, on dirait que peu m'importe. Tu sais, c'est ça. C'est comme l'espèce de prequel de The Thing là, Ah, ouais. qu'il avait fait là. Puis tu sais, tu regardes ça puis t'es comme qui a pensé que de me mettre du CGI, tu sais, un Thing en CGI, c'était une bonne idée, genre, c'est ça qu'on aime du jeu? Du CGI de 2011 dans En The plus. Thing. Ouais, ben c'est Je- ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'aurait insulté, mais si ça se passe dans un décor, ou, tu sais, puis là, je comprends aussi que tu essaies d'avoir donné un aspect fantomatique Mhm. à ton setup aussi, là. Non, ça m'a pas gossé. Il y a une partie de moi qui aurait souhaité qu'elle ait tourné directement dans l'attraction, mais je pense que ça aurait été compliqué. Ben, moi aussi, puis tu sais, au début, parce qu'en plus, tu sais, j'avais dit à ma copine, moi, tu sais, tu vois, ce qui est malade avec les mopettes, c'est que tu sais, à peu près tous les effets spéciaux, justement, sont à l'écran, puis au début, tu sais, puis la majorité, je pense, l'est quand même, là. Ben, évidemment, tu sais, à mesure qu'il y a des effets spéciaux quand même, tu sais, on habille les mopettes en fantômes, mais c'est Mhm. quand même des mopettes pour vrai Filmées, qui sont filmées, exact. Fait que, tu sais, Mhm. je pense que la majorité des effets, puis là, j'étais rendu dans ma tête à, tu sais, chaque fois que je voyais du CGI, je disais, oh, il y en a là, oh, il y en a. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, décroche, esti, tu sais, on est en 2021. Je pense qu'on est à une époque où on peut essayer, au contraire, de vouloir se bloquer à tout faire en vrai. Ben, plutôt, pourquoi pas essayer d'intégrer le CGI de la façon la plus naturelle possible. Puis quand j'ai comme switché, quand j'ai activé cette switch-là dans ma tête, ça a vraiment été une meilleure écoute. Mais tu sais, je pense que, comme tu dis, il y avait une partie de moi qui voulait ça, mais à un moment donné, l'autre partie de moi a fait pourquoi, tu sais, pourquoi tu tiens tant à ça? Ben, non, tout à fait. J'ai pas de réponse à ça. Fait que, C'est pas une production qui est aussi grosse qu'un film des mopettes où là, on a affaire à des grosses équipes de prod, puis là, on crée carrément des... Tu sais, je me souviendrai toujours de l'introduction du Muppet Christmas Carol, qui est pour moi une très bonne adaptation du conte de Charles Dickens, avec les toits de maison de Londres qui sont très caricaturales, des fêtes grotesques, c'est presque de l'expressionnisme allemand. Puis on passe des toits de l'horizon, en fait, de Londres, puis là, on tombe dans les rues qui sont aussi réelles. Puis ça, c'est un effet de perspective. Ils ont créé des toits, mais ils n'ont pas créé Londres au complet, là. Puis il y a une transition qui se fait, puis c'est tellement magnifique. J'adore ce plan-là encore aujourd'hui. Bon, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça que l'ensemble de la production soit faite dans quelque chose qui est complètement réel, mais je comprends que les restrictions budgétaires font en sorte que c'était pas possible, mais ça n'a pas nuit à mon appréciation du spécial. En fait, les mopettes, c'est pour moi presque une valeur sûre, puis j'ai pas été déçu par ce spécial-là. Je vais même le réécouter d'ici la fin du mois, juste pour l'écouter sans avoir à prendre des notes. Juste profiter vraiment de l'expérience, puis peut-être emmagasiner ou observer des gags que j'avais même pas vus la première fois. Ouais. Ben, tu sais, pour la dernière chose sur le CGI, c'est que je pense que ce qui est correct, c'est que c'est pas fait par paresse. T'sais. Non. C'est pas fait par complaisance ou par paresse. Là. C'est comme tu dis, c'est fait peut-être par contrainte budgétaire, peut-être par souci de rapidité, d'efficacité. Là, fait que tu sens pas que il y a personne qui a triché là-dedans, là, j'ai l'impression. Non, personne qui botche habituellement quand tu travailles sur un projet des mopettes. Exact. C'est bien rare. Je pense que... T'as-tu un dernier truc à rajouter, Laurent, toi? Moi, j'aimerais ça qu'on parle, parce que là, j'ai juste catché après le film que ça avait rapport à un manège. Ouais.
Puis Ouais. c'est en allant checker, parce qu'il y a comme un personnage là, qui est comme une femme de ménage, là, que Miss Mhm. Piggy il est comme viens me laver le. La Il est boule. comme dans une boule de cristal. Là, fait Uh-huh. qu'il est comme il y a une tache ici, Kimi. Puis là, je suis comme. Tu sais, on dirait que c'est trop appuyé, que j'étais comme, mais je reconnais pas la personne, genre. Puis là, je suis allé voir, puis là, ça serait comme une des conceptrices du manège. Je l'aurais. Ok. Tu vois, il insiste tellement sur ce personnage-là que je me demandais c'était qui. Je me demandais si j'étais supposé. Ben, c'est ça, mais je suis allé voir, mais c'est impossible qu'on la reconnaisse, tu sais, cette On sait pas personne-là c'est qui. n'a rien joué. Ouais, mais attends, les concepteurs et les Avant, conceptrices sont décédés depuis longtemps. C'est un des plus vieux manoirs de Walt Disney. Ça doit être quelqu'un qui Ben, travaille sur le manoir aujourd'hui, l'attraction aujourd'hui, Ouais, mais pas dans le temps. probablement. Écoute, là, je suis allé checker, il y a Wikipédia, il a dit que c'est une Imagineer qui a beaucoup travaillé sur ça, puis Pirates of the Caribbean. OK. Là, j'étais comme, oh, OK, comme quoi? Là, je suis comme... Fait que là, moi, j'ai aucune idée de ce qui est l'aspect manège là-dedans. Mhm. J'imagine que c'est des personnages ou tu sais, c'est vraiment des éléments qui. Ben, en fait, il y a plein de sections. Pratiquement toutes les sections du spécial sont des sections qui sont basées sur des segments du manège d'origine. Donc, la fameuse pièce qui s'allonge, ça, c'est un effet dans la Haunted Mansion. Le ballroom, la scène de bal, ça, c'est une scène aussi dans le manège. Les 3/4 des scènes, en fait, sont reprises de l'attraction. Puis, comme je disais en début de segment, si vous voulez aller perdre votre temps en guillemets radiophonique, mais aussi avoir votre cerveau explosé, il y a une communauté vraiment super dédiée à la mansion de Haunted Mansion de Disney, mais au parc d'attractions de Disney at large. Il y a toute une mythologie que les gens ont documentée et archivée au fil des décennies, et c'est hallucinant. C'est digne d'un geek de comic book. Et, voici telle moulure qui a été rajoutée en telle année, puis c'est là après date, genre les années 60, mais ils l'ont gardé sur telle chose qu'ils ont modifié par la suite. Puis ça, c'est autant la mansion que le reste du parc. Il y a 2 trucs que je peux vous suggérer si ça vous intéresse. T'as Offland Disney, qui est une chaîne dédiée principalement aux mopettes à Disney World puis les attractions. Et t'as un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Adam the Who. C'est W-O-O, Adam the Who, si je me souviens bien, je vais le retaper juste pour être certain après. C'est un gars qui a une couple d'années, c'est un col bleu, qui faisait pas beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, il s'est dit « Hey, je suis tanné de faire ma job de marde dans les grandes surfaces. Je vais prendre ma vanne, puis je vais faire le tour des États-Unis. » Et ça fait au moins, je pense que c'est 5 ans, si c'est pas plus, qui fait le tour des parcs d'attractions, des roadside attractions. Il n'y a pas une journée où il ne met pas une vidéo. Que ce soit lui qui va au centre d'achat, puis c'est un abonné à l'année à Disney. Autant le parc de Floride que celui en Californie où il habite. Et il va dans les événements spéciaux, il va dans les trucs de Halloween. C'est débile ce qu'il fait. Et si vous voulez en apprendre sur Disney, c'est pas documentaire, là, c'est juste plus vlog. Lui, là, il passe au travers de tout. Et c'est fascinant. Puis à un moment donné, vous allez devenir fou comme moi, puis vous allez tomber sur la fameuse île qui est en plein milieu de Walt Disney en Floride, qui avait un zoo dans le temps, mais qui maintenant est fermé depuis des années. Il y a des gens qui ont réussi à y aller de façon illicite la nuit. Puis vous allez voir des vidéos. C'est un click-all d'Internet de fou, mais mon Dieu, tellement gratifiant. Si vous appelez Benoît Mercier, vous allez triper là-dessus. Mais il y a toute une mythologie autour des parcs de Disney qui est succulente. Vous allez voir, là, il y a du contenu infini sur Internet. Juste confirmer le nom du gars, Adam. Pendant ce temps-là, je peux juste mentionner rapidement mon personnage préféré. Vas-y. C'est la chèvre qui crie. La chèvre qui crie, ici, on a le même. Oui, c'est vrai, la chèvre qui crie. Puis la citrouille qui crie. En fait, moi, j'ai mis dans le même paquet tous les personnages qui crient. Là. La citrouille qui apprend qu'il va avoir de la tarte à la citrouille. Les aliments qui parlent, d'habitude, ça marche avec moi aussi. Encore une fois, est-ce qu'ils ont le droit d'être mangés ou sont des êtres vivants à part entière? En tout cas, les autres, ils n'ont pas l'air de vouloir. Là. C'est un peu inquiétant. Mais puis la dernière chose que je pense que c'était un petit point un petit peu plus négatif, puis on est en train de passer par-dessus, fait que je comprends que ça vous a pas marqué plus que moi, c'est la musique qui était peut-être un petit peu décevante là-dedans. OK. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, vous l'avez pas mentionné non plus. Moi, j'ai
moi, j'ai trouvé qu'on était un petit peu trop dans Nightmare Before Christmas. Surtout dans il y a quelques chansons, évidemment, qui tu sais, c'est les mopettes. Là. Fait qu'il y a quelques chansons qui sont plus intéressantes que les autres. Par contre, il n'y en a pas une qui m'est restée en tête ou que j'ai traîné avec moi pour les jours d'après. Puis, les premières là, dans le cimetière, la chanson très, très Nightmare Before Christmas. Puis là, il me semble que d'habitude, dans l'univers musical des mopettes, je suis plus jeté à terre dans tout ce que j'ai regardé. Il y a au moins un moment où j'étais vraiment sur le cul. Puis là, j'ai peut-être parce que j'avais mis mes attentes trop hautes à ce niveau-là. Tu sais, cela dit, les tunes ne sont pas inintéressantes, c'est pas plate. Non, mais sont un peu génériques, je comprends. C'est ça. Nightmare Before Christmas, c'est pas plate, là, mais c'est ça. C'était très quelque chose que j'avais déjà entendu, qui me surprenait pas tant que ça. Puis faudrait que j'aille réécouter d'autres trucs parce que ça fait longtemps, mais il me semble qu'au niveau de la production musicale aussi, comme tu mentionnes, c'est peut-être parce qu'il y a moins de budget, mais au niveau de la production musicale, il me semble que le son était moins riche que certains trucs que j'ai déjà entendus d'eux autres. Fait que là, peut-être qu'évidemment, comme tu disais, ils ont mis peut-être moins d'argent dans l'orchestration, dans le truc un petit peu plus symphonique. Fait que à ce niveau-là, j'ai eu une petite déception, mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangé outre mesure. Là, je suis d'accord. Toi, Laurent, t'es où par rapport à ça? Ben, c'est vrai que maintenant que tu le mentionnes, on dirait que ça m'a pas dérangé, mais effectivement, c'est pas un highlight non plus. Il n'y a pas la pièce Men or Muppet comme le film. C'est la pièce maîtresse qui fait que tu peux associer le spécial à une composition musicale. Ouais. Il y a quelques petits clins d'œil intéressants, puis il y a une reprise, je pense, du thème des mopettes quelque part là-dedans, là, en version un peu creepy, tu sais, puis ces moments-là étaient le fun, puis tout ça, mais rien pour me jeter en bas de ma chaise. Tu calisses du clavecin sur une toune déjà existante, puis t'es en business, là. C'est ça qui arrive. D'ailleurs, il y a une toune au début du spécial qui est à la fois joyeuse et halloweenesque dans tout ce qui est le plus fluo dans l'Halloween que tu peux offrir. Vous allez comprendre si vous écoutez le spécial. Puis c'est vraiment la zone. Ça représente beaucoup l'émission que vous allez écouter, où on est dans le creepy, mais le joyeux en même temps. Puis en début de segment, je faisais allusion à Luigi's Mansion 3, qui est disponible sur la Switch. La composition musicale dans le jeu est meilleure, je trouve, que dans le spécial, mais on est dans la même zone. Okay. Puis en fait, j'ai tellement trippé sur le spécial que je me suis dit, pour l'Halloween, peut-être que je pourrais me taper Luigi's Mansion 3 pour une deuxième fois. Parce qu'on est exact, les fantômes se ressemblent, la composition des décors se ressemble, on est dans la même palette de couleurs. C'est un bonbon, le Luigi's Mansion 3, puis il y a un lien à faire avec The Haunted Mansion des Muppets, c'est certain. Ben, c'est cool pour Luigi, il méritait son... il mérite en tabac. Il mérite, travailler fort. Ouais. Faut pas qu'il soit dans l'ombre de son frère tout le long. À un moment donné, là, Chris. Il va péter un câble. C'est ça. Merci Mathieu de t'être joint à nous pour l'épisode. J'étais vraiment content de te recevoir. Merci infiniment de l'invitation. Plug donc tes différents projets et différents et nombreux projets, je veux dire. Décidérez, ça recommence samedi. Dans notre chaos s'achève un peu. Fait qu'on recommence ça samedi, la 500e, pardon, dans un mois. Sinon, vous pouvez me suivre sur MeanNiket sur Twitch. Twitch.tv/MeanNiket. Ça aussi, l'horaire va se clarifier dans les prochaines semaines. Puis sinon, moi, je travaille dans le milieu de l'humour. Fait que continuer à consommer de l'humour. Puis les shows vont recommencer. Comme tu disais, Ben, les salles reviennent à pleine capacité le 18 octobre. C'est important d'aller, si vous êtes fan de près ou de loin de quelque chose d'artistique, si vous pensez que l'art a une valeur dans vos vies, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Je sais que c'est dur de reprendre l'habitude de sortir de chez soi. Moi, je suis le premier à... Pas capable, man. J'essaye, mais je suis pas capable. C'est immensément difficile, sauf que tu vois, lundi passé, je suis allé à la soirée d'humour de Guillaume Boldoc. Si j'aime Guillaume. S'il n'y avait pas de show le lundi, j'irais, là. J'ai eu énormément de fun, puis ça m'a fait du bien aussi de sortir, voir un show live. Pas que j'avais oublié complètement, mais ce feeling-là, il est inégalable. Fait que n'hésitez pas à sortir de chez vous pour aller voir des shows quand les salles seront à pleine capacité. J'ai réussi à lire, par contre. Je suis en train de lire un roman, puis c'est digne d'un roman de Stephen King ou n'importe quel film d'horreur d'Halloween. Je suis en train de lire le livre Fear de Bob Woodward. Le premier livre de la trilogie de Bob Woodward sur la présidence du président Bush. C'est tout le long, t'es là, t'es comme... Puis j'exagère pas, là, c'est pas une question de prise de position politique. Là, j'étais, ben non, mais calisse. Puis là, tu tournes la page, puis là, tu fais comme, ben voyons, tabarnak. Ben voyons, esti, c'est de la...
tout tient avec de la gomme, puis du tape, comme dirait mon ami. Ça va devenir un volet de l'horreur, là, les shit shows politiques. C'est extrêmement divertissant, mais c'est troublant. Hier, je l'ai lu jusqu'à 1h30 du matin. J'étais scotché sur le livre. Pour les gens qui ne connaissent pas Bob Woodward, c'est lui qui a entre autres divulgué l'espèce voyons, Colin, avec le président Nixon dans les années 70. Là, le Watergate. C'est débile, man. Mais le livre est excellent. Ça se lit comme un thriller, mais c'est digne de l'horreur. C'est comme... Fait que je sortirai pas tout de suite, c'est ce que je suis en train de dire. Pendant ce temps-là, vous pouvez me trouver sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Encore une fois, si vous avez la chance de donner aux Mystérieux Patreon, considérez-le. En ce moment, il y a une perte, c'est normal, un peu avant Noël. Mais cet argent-là est repris et réinvesti entièrement dans les Mystérieux. Et c'est ça, en espérant sinon vous voir sur le Discord durant la semaine. Si vous voulez l'horaire complet, allez sur l'Instagram des Mystérieux Étonnants. Il y a un calendrier qui est là, puis tout est présent. Là. Vous allez voir toutes les dates, puis la belle légende pour comprendre comment ça fonctionne. C'est bon? Yeah! OK. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. On poursuit notre mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants avec Gideon Fall, je pense, la semaine prochaine, mon cher Laurent. T'es-tu là de la semaine prochaine? Oui. OK, c'est beau. Oui. OK. Bye! N'oubliez pas de vous réconcilier avec Marie-Lune avant le prochain épisode. Ah oui, c'est vrai. That bitch! Ça peut pas être la dernière phrase du show. Non. OK, bye! Salut.